Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette quatrième rencontre. Être féministe en 2021, voilà un beau sujet pour échanger ce soir. Ça pourrait être une question ou une affirmation. En tout cas, ce thème va nous réunir ensemble pour une discussion qui va être passionnante, je vous l'assure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que Laura Slimani vous introduisiez notre soirée. Vous êtes adjointe au maire à la ville de Rouen en charge de la démocratie locale et participative, en charge de l'égalité femmes-hommes, du handicap et de la lutte contre les discriminations. À vous la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue effectivement à cette quatrième conférence organisée dans le cadre de Rouen donne des ailes, qui est donc une manifestation qui se déroule tout au long du mois de mars, qui est organisée par la ville de Rouen pour à la fois célébrer le combat en faveur de l'égalité, pour célébrer aussi les femmes qui portent ce combat, et pour s'inspirer également, en particulier cette année qui est finalement la première année d'un nouveau mandat municipal, et donc s'inspirer d'actrices, d'acteurs de terrain, de chercheurs, chercheuses, experts, expertes en matière d'égalité pour alimenter les politiques de la ville de Rouen sur les questions d'égalité entre femmes et hommes, mais qui est un sujet majeur pour la nouvelle municipalité et dont je suis heureuse de porter l'ambition avec Chloé Argentin en tant que conseillère municipale déléguée. Alors peut-être en guise d'introduction, vous donner rapidement mon regard sur la question. Moi, quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais beaucoup dans les manifs féministes. Mais à l'époque, alors ça remonte à il y a 10 ans, vous faites les maths, à l'époque, il y avait finalement assez peu de jeunes femmes comme moi, de jeunes étudiantes dans ces manifestations. Il y avait beaucoup de féministes un peu plus âgées qui avaient porté ces combats tout au long de leur vie et qui continuaient de le faire. Et je trouve que depuis quelques années, ces manifestations, elles ont repris des couleurs, elles ont repris de l'énergie, elles se sont rajeunies fortement, mais c'est surtout, elles ont grossi, grandi. Et je trouve que c'est un signal extrêmement positif pour finalement l'avenir de ce combat en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'évidemment, même si aujourd'hui la tolérance dans la société se réduit face aux inégalités, se réduit face aux violences sexistes et aux violences sexuelles, et le mouvement MeToo est bien sûr une démonstration de cela, et il se poursuit, et chaque semaine et chaque mois, finalement, ce combat continue. Mais ces questions restent complètement entières aujourd'hui quand on parle des féminicides, quand on pense à la question des inégalités salariales, quand on pense à la question du partage des tâches, par exemple. Et donc, voilà, je crois que c'est un signal, on va dire, positif pour ce combat, et qui a encore de beaux jours devant lui, ou en tout cas beaucoup d'étapes à franchir avant de parvenir réellement à une égalité quotidienne et vécue quotidiennement par les femmes. Et puis je crois quelque chose d'autre qui, moi, me frappe aussi en tant que féministe, parce que voilà, je suis responsable politique, mais je suis aussi, et surtout d'ailleurs, féministe. C'est le fait que ce combat, cette question d'égalité, aujourd'hui, elle se pose dans de plus en plus de domaines. Et je pense notamment au domaine de l'intime, à la question de la sexualité, à la question de la domesticité, ou en tout cas du domestique, du milieu voilà, personnel. Et que finalement, voilà, ce combat féministe, il se mène dans la sphère publique, dans la sphère politique, dans les manifestations, mais aussi de plus en plus chez soi, et dans l'intime. Et c'est quelque chose qui est important, et c'est pour ça aussi que c'est important de partager, je trouve, entre femmes sur ces combats. Mais bien sûr, hein, cette conférence, elle est ouverte à toutes et tous, puisque vous nous suivez en direct sur Facebook. Et puis je dirais aussi, et c'est aussi d'ailleurs le reflet des délégations de Chloé Argentin et moi, qui portent à la fois sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi sur les questions de discrimination et notamment de handicap. C'est que la question du féminisme aujourd'hui, elle se pose un peu différemment, et je pense que d'ailleurs ce soir, hein, c'est les intervenantes qui sont avec nous en sont la démonstration. On commence à considérer davantage les différentes formes d'oppression qui se cumulent, et qui font que même si toutes les femmes connaissent ces inégalités, certaines les subissent plus fortement, du fait qu'elles soient en situation de handicap,
qu'elle soit racisée, qu'elle soit lesbienne. Et donc, je trouve que voilà, c'est intéressant aussi ce soir de pouvoir porter un regard, on dirait intersectionnel, mais c'est un terme qui fait débat. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir porter ce regard divers et pluriel sur l'enjeu du féminisme. Alors, après, la question, c'est aussi comment on peut être une ville féministe. C'est une ambition qu'on se donne et qu'on porte. Et effectivement, hein, c'est même si nous le sommes et nous le revendiquons, et la question d'égalité entre les femmes et les hommes est portée par notre municipalité fortement, être une ville féministe, ça reste un combat de tous les jours pour les élus que nous sommes, parce que les questions des inégalités, elles sont présentes dans les représentations. Il y a encore parfois beaucoup de réticences, même si les choses avancent et qu'on y travaille, à la fois en travaillant sur les questions internes, puisque notre responsabilité en tant que ville, hein, c'est aussi une responsabilité d'employeur ou d'employeuse. D'ailleurs, on dit toujours la ville est employeur, mais en fait, elle est employeuse. Pour le coup, là, c'est même pas une question d'écriture inclusive. Et donc, voilà, notre première responsabilité, elle est vis-à-vis des agentes et des agents et de la manière dont ces questions d'inégalité, elles sont prises en compte dans les carrières, dans les salaires, dans la conciliation de la vie personnelle et professionnelle. Voilà, c'est des enjeux qui sont importants et sur lesquels on travaille avec les services. Et moi, je suis heureuse aussi voilà, qu'on puisse avancer sur cette question fortement dans les mois qui viennent. Être une ville féministe, c'est porter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes nos politiques et pas uniquement de manière sectorielle. C'est faire en sorte qu'en matière d'urbanisme, on intègre la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'inclusion à l'ensemble de nos projets en matière d'urbanisme dès le départ, dans l'ensemble des cahiers des charges, dans les discussions qu'on peut avoir avec les aménageurs, les promoteurs, pour que cette dimension de la présence des femmes dans l'espace public soit prise en compte en amont des projets et qu'on ne se retrouve pas à rattraper des choses qui ont été mal faites parce que cette question n'a pas été prise en compte. C'est aussi, et on porte ce projet avec Chloé, avoir une approche genrée de notre budget, analyser le budget de la ville de Rouen à l'aune de son impact sur les femmes et sur les hommes. Regardez nos subventions sportives, nos subventions culturelles, notre espace public, j'en ai parlé, et la manière dont cet argent public, qui est l'argent des Rouennaises et des Rouennais quand même, participe ou pas à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ces politiques. Et ça, c'est quelque chose, c'est ce à quoi on sera très, très, très attaché à cela. Avec Chloé dans les mois et les années qui viennent. Et puis, il y a aussi une dimension symbolique qui est forte, parce que la ville, elle a le rôle aussi de définir finalement son espace public et ce qui en ressort sur le plan symbolique. Je pense aux noms de rue, je pense aux statues, je pense aux plaques, à tout ce qui peut être fait aujourd'hui, notamment en matière de mémoire. Et on porte aussi cette ambition avec la ville de Rouen dans le cadre d'un débat des mémoires de revaloriser la place des femmes dans cet espace public, mais aussi la place des personnes racisées en travaillant notamment prochainement sur la question de l'esclavage, qui est un sujet finalement, on sait assez peu que Rouen a été une ville qui a bénéficié du commerce triangulaire et du commerce des esclaves. Et finalement, c'est aujourd'hui complètement invisibilisé dans notre espace public. Donc, on va travailler là-dessus. On s'est engagé aussi à ouvrir un débat sur la question de la statue de Napoléon qui est devant l'hôtel de ville et de savoir si, alors qu'on l'a déboulonné, pas pour l'instant en tout cas l'enlever définitivement, mais pour l'amener en réparation, et on se pose la question de savoir si on doit la remettre à cet endroit-là, vu le caractère un peu, on va dire, controversé de cette figure, notamment d'ailleurs sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi sur les questions d'esclavage. Et on a posé la question et le maire a fait la proposition que cette statue soit remplacée par une statue de femme. Et donc, nous lancerons ce débat avec les Rouennaises et les Rouennais en septembre prochain. Et je pense que c'est aussi ça, cette question du combat pour l'égalité. Il y a une telle, parfois, il y a encore parfois un conservatisme qui est important dans la société. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'aborder ces sujets qui font polémique, qui fâchent. Parce que finalement, c'est aussi là qu'on voit, c'est aussi comme ça qu'on progresse et c'est aussi comme ça qu'on arrive à dépasser finalement ces ressorts qui sont encore forts aujourd'hui dans la société, même si, encore une fois, on progresse, on avance. Et je crois que les femmes qui sont ici avec nous pour témoigner de leur action et de leur engagement
en sont aussi l'une des raisons et seront aussi parmi les femmes motrices, on va dire, dans la lutte pour essayer de faire progresser ces questions concrètement dans la vie des femmes. Donc voilà, il faut de la résolution et puis il faut aussi s'inspirer des initiatives et s'inspirer encore une fois de la parole de personnes comme celles qui sont avec nous ce soir. Et du coup, je vais me taire et leur laisser la parole. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Laura Slimani, pour ces propos introductifs, d'ailleurs, qui font parfaitement écho aux 3 précédentes conférences, les femmes à la conquête de l'espace public, égalité filles-garçons, ça commence à l'école, et enfin les questions de précarité dans les domaines de la santé et du travail, conférences que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la ville de Rouen. Donc nos invités ce soir pour discuter de ce sujet, être féministe en 2021, je vais commencer par Chloé Argentin, puisque vous l'avez cité, Laura Slimani. Chloé Argentin est conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations, à la citoyenneté et au handicap. Et puis également 5 autres invités. Donc Lucie Pétavin, historienne et autrice du livre Le coût de la virilité. Céline Extenso, fondatrice du collectif Les Dévalideuses, collectif féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap. Rose Dengue, socio-historienne qui a travaillé sur l'articulation entre racisme et sexisme. Et puis enfin, Cilia Sadi, militante du groupe d'action féministe de Rouen. Et pour finir, Alice Coffin, militante, activiste, autrice du livre Le génie lesbien et journaliste des médias. Donc voilà un magnifique panel. Et j'ai envie qu'on commence peut-être à aborder la question sous l'angle de la temporalité. Si on pose cette affirmation, être féministe en 2021, quelles sont les spécificités de cette année 2021? Qu'est-ce qui change peut-être par rapport aux précédentes vagues du féminisme? On peut penser par exemple à l'après-guerre, à l'époque du deuxième sexe, ensuite le MLF un peu plus tard. Donc il y a eu différentes étapes. Qu'est-ce qui change aujourd'hui en 2021? Je vais commencer avec vous, Alice Coffin. Merci, ouais, je crois que merci. Bonsoir tout le monde et je suis très heureuse d'être là. Merci à la ville de Rouen pour l'invitation. Effectivement, je suis journaliste et j'ai commencé un premier poste. J'ai fait plusieurs mois au service sport de Paris-Normandie. J'étais à l'époque la seule femme, mais qui était à un service absolument génial. J'en garde un très bon souvenir, donc je salue tous mes collègues anciens. Ouais, merci pour l'accueil. Et donc, la question, effectivement, de la temporalité, elle est importante si on dit être féministe en 2021. Et c'est très dur de comparer par rapport à quelle période, parce que le temps des féministes est un temps très, très long et très, très vaste géographiquement. Donc, il y a plein d'expériences diverses, mais on peut peut-être commencer parce qu'il y a un anniversaire. On fête aujourd'hui, là, précisément le 5 avril, les 50 ans du manifeste des 343, donc des 343 femmes qui avaient déclaré avoir avorté. Et c'est un indice un peu de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui continue. Par exemple, dans ce manifeste, où donc, il y avait des personnalités qui avaient dit, puisque l'avortement était interdit en France, et pour faire changer la loi qui déclarait, eh ben moi j'ai avorté. Et elle disait, je suis l'une d'entre elles. Et ça m'intéresse beaucoup cette formule parce que j'ai l'impression qu'on a ajouté une petite pierre à nos outils de combat. Parce que si on dit encore dans les méthodologies de combat, moi je suis militante donc je m'intéresse à ça, on utilise encore le fait de se revendiquer, de manifester ensemble, je suis l'une d'entre elles, il ressemble au MeToo. Moi aussi, il m'est arrivé ça, moi aussi, en tant que femme, j'ai vécu ça. Mais je crois qu'on a réussi à passer aussi à il est l'un d'entre eux et à désigner aussi qu'est-ce qui fait peser aussi un peu directement une imposition sur le corps des femmes, qu'est-ce qui est à l'origine des violences, et de dire, eh ben, il y a un système, d'ailleurs, au-delà de ça, il y a un système de la domination masculine, et derrière tout ça, il y a aussi des responsables, et il faut être capable de les pointer et de désigner certains hommes de pouvoir comme responsables de ne pas avoir peur de vraiment faire basculer. Si je dis ça, c'est parce que je crois que le combat féministe, il est de toute façon un combat du rapport au pouvoir de manière générale, et c'est pour ça qu'il rejoint tant de combats comme l'antiracisme, comme des combats pour les luttes LGBT. On est dans un rapport de pouvoir, et pour combattre le pouvoir, il faut savoir aller un peu s'y attaquer directement. Et là-dedans, ce qui participe aussi, on a eu un très beau discours d'introduction, c'est aussi là aussi nouvel outil de combat, qu'on a des femmes
femmes, des féministes qui sont là. Vous avez entendu Laura Slimani, elle dit je suis déléguée, mais je suis féministe. Et ça, c'est très important de pouvoir revendiquer. Chloé Argentin est là aussi pour la ville de Rouen. On a des féministes qui accèdent à ces instances-là. Et ça, c'est capital. Ça n'arrive pas à la cérémonie des Césars et le basculement et l'importance que ça a eu du départ d'Adèle Haenel à ce moment-là, qui a été un moment très important pour le féminisme français début 2020, si vous vous souvenez, quand l'actrice s'en va, alors que Roman Polanski est désigné, reçoit un César. Avant, des gens comme Adèle Haenel, aux positions féministes si affirmées, elles n'y arrivaient pas jusqu'au sacro-saint du pouvoir qu'est la cérémonie des Césars, où elles n'accédaient pas aux assemblées politiques très fermées. Et évidemment, leur présence va changer beaucoup de choses. Et je dirais aussi, pour ne pas rester trop longtemps, que ça s'illustre. On a parlé de temporalité, mais aussi d'un point de vue géographique, qu'on voit que dans de nombreux pays actuellement, celles qui tiennent en fait, pas seulement sur des combats féministes, mais celles qui tiennent tête à des régimes autoritaires, ça part du mouvement féministe. C'est Marielle Franco, conseillère municipale justement, féministe, assassinée à Rio, qui est devenue la principale figure mythique de l'opposition à Jair Bolsonaro. Ce sont les femmes noires dont il a étudié le rôle pour aboutir à la défaite de Donald Trump, absolument centrale. Ce sont les mouvements féministes d'Arabie saoudite qui, là encore, jouent un rôle absolument primordial. Donc, c'est très intéressant de voir comment le combat féministe, justement, a changé sur certains, a ajouté, en fait, des outils, et puis aussi est devenu vraiment primordial pour l'ensemble des combats contre les systèmes de domination. Merci pour cette première prise de parole. J'ai envie de rebondir parce que pour parler de journalisme sportif, justement. Alors, j'en profite quand même pour dire, évidemment, à tous ceux vous toutes et tous qui nous suivez sur Facebook Live, vous pouvez poser vos questions à nos invités. Je les recevrai et elles seront intégrées à la discussion au fil de l'eau. Il y a eu une tribune d'une journaliste sportive dans Le Monde. Elle s'appelle Nathalie Iannetta, pour faire écho au film qui a été le film qui a été présenté sur Canal+, qui montre un peu les choses, comment elles se passent dans le milieu du sport, et qui dit « Nous avons soulevé un système », c'est ce que vous disiez à l'instant, « il a été entendu, tous des salauds. Il en reste le procès d'un seul homme, autant dire une défaite sur toute la ligne. Être féministe en 2021, c'est aussi être confronté à ce mur où on n'arrive pas à être entendu. Dans votre livre « Le génie lesbien », vous dites « Les hommes entendent-ils et lorsqu'ils entendent, il reste quoi ?» Ouais, je prolonge. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas l'écrire, mais que justement, il y a eu la difficulté, c'est que ça résiste derrière. Ça résiste très, très fort, c'est-à-dire que le courage est immense de la part des femmes qui témoignent, qui combattent, mais on le sait, à chaque fois, c'est des résistances. Alors, on a d'un peu meilleures nouvelles, puisque notamment, je crois, sur ce qui s'est passé autour du journalisme sportif récemment, Canal+ vient d'annoncer, par exemple, qu'il se séparait jusqu'à nouvel ordre de Pierre Ménès, et pour raconter un peu à tout le monde qui nous regarde, qui était un des journalistes sportifs, justement, tout à fait principalement, mais il y en a beaucoup d'autres hélas, mis en cause sur ses comportements d'agresseurs envers ses consoeurs. Et on le voit aussi, ça a été long aussi récemment, il y a eu une très belle mobilisation des étudiantes autour du mouvement Sciences Sport et qui réclamaient notamment des démissions du directeur de Sciences Po Paris, et ça finit par arriver à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une instance où parfois, ça, effectivement, ça n'arrive pas. On a pas mal d'exemples, même au plus haut sommet de l'État, d'hommes qui se maintiennent en poste de pouvoir, alors même que sont dénoncés, leurs exactions sont connues, sont documentées, sont journalistiquement, et vous disiez là-dessus, le rôle de la presse est absolument essentiel, mais ça montre bien, et c'est pour ça que moi je retiens l'aspect de combat, parce que c'en est un, et c'est pour conclure sur la notion de temporalité, qui de toute façon est extrêmement long. Moi, un de mes guides pour pas justement, parce que ça revient sans cesse, et c'est pour ça que quand on dit en 2021, c'est pas pour dire on fait mieux que le MLF, on fait mieux que les suffragettes, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, l'admiration est totale à chaque étape. On fait avec l'actualité qu'on a, parce que être féministe, c'est se confronter vraiment au dur du monde, à ces apparitions phénomènes, être en prise vraiment avec ça. Et il y a un très beau manifeste que je vous invite à lire du Combahee River Collectif, qui est un collectif de féministes noires et lesbiennes, et qui disait de toute façon le temps
il est infiniment long là-dessus et c'est une vie de combat et de lutte. Le côté positif, c'est qu'en tant qu'activiste, on y sourit aussi souvent beaucoup. Voilà. C'est important, oui, de le dire. Il y a de la joie militante à être féministe en 2021. Vous avez évoqué des étudiantes qui se mobilisent sur des mouvements, notamment Sciences Po, on en entend parler actuellement. J'ai demandé sur les réseaux sociaux pour préparer cette conférence à des femmes qu'est-ce que ça voulait dire pour elles être féministe en 2021 et il m'a été dit c'est une nécessité et il faut aussi réveiller nos mères. Donc réveiller nos mères, je me suis dit est-ce qu'on a affaire aussi aujourd'hui en 2021 à une nouvelle génération de féministes. Cilia, je le rappelle, vous êtes militante du groupe d'action féministe de Rouen. Est-ce que pour vous, il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui se lève? Bonsoir. Oui, effectivement, on sent dans notre association qu'il y a de la nouveauté. On le sent parce qu'en fait, à chaque manifestation qu'on organise, à chaque action, on rencontre des jeunes femmes qui sont déterres pour venir rejoindre notre lutte, et enfin notre lutte ensemble. Et effectivement, on sent qu'il y a une nouvelle énergie. Et en fait, elle apparaît de différentes manières. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réelle prise en main de l'espace public et une volonté en fait de prendre la rue, quoi. Et je pense au mouvement des collages où voilà, en fait elles investissent l'espace public parce qu'elles voilà, elles vont mettre des collages partout, dire voilà, c'est vous les coupables, c'est toi le violeur, c'est toi qui penses mal, etc. Et après, il y a aussi plein d'autres mouvements. Alors, on a assisté depuis 1 an à une coordination féministe qui est mise en place après une rencontre féministe qui a lieu à Toulouse. Et en fait, le but, c'est de créer un mouvement massif, de créer un mouvement inclusif. Et donc, voilà, on s'organise à différents coins de la France pour voilà, créer ce mouvement-là. Après, on peut aussi penser en fait que plus largement, les mouvements sociaux sont pris en main par des jeunes femmes. Je pense aux mobilisations climat où en fait on a beaucoup de femmes qui sont porte-parole et qui du coup font lien en fait écologie, féminisme, écoféminisme. Et puis, voilà, comme tout à l'heure l'a dit Alice Coffin, il y a les mobilisations des femmes dans les pays du Sud qui se battent autour de l'eau, de la forêt, des terres qui sont exploitées de manière abusive. Et sans forcément se dire féministe, mais en fait, la position qu'elles prennent, elle l'est de fait, quoi. Donc, voilà. Après, pour ce qui est de réveiller nos mères, ça m'inspire de choses. Il y a déjà des mères, en fait, qui se mobilisent. Je pense à Front de mer qui a été lancé par Fatima Wassak, donc qu'elle décrit dans La puissance des mères, le livre qu'elle a publié. Voilà, en fait, il y a des femmes qui vont prendre part dans les combats politiques, dans la lutte écologique, et voilà, là où en fait on dit aux femmes restez bien chez vous, occupez-vous de vos enfants, etc. Ben non, en fait, elles se réveillent. C'est encore plus fort pour ces femmes issues de quartiers populaires. Donc voilà, oui, il y a une mobilisation. Nous, on a eu notre association qui s'appelait Droits des femmes Rouen, qui est une association qui est vieille, en fait, qui a un héritage de militantisme rouennais. Et en fait, quelque part, on se l'est réapproprié en changeant le nom. On est devenu le groupe d'action féministe. Et notre but, c'était de clarifier, en fait, déjà qui on est. Et notre but, c'est effectivement, on a eu beaucoup de questions, en fait, de femmes pour des informations sur les droits des femmes, etc. Et en fait, non, notre but, c'est vraiment de visibiliser les problématiques sexistes de la société, donner la voix aux femmes, aux minorités de genre, de laisser ces personnes pouvoir exprimer leurs revendications et puis signaler en fait aussi les problématiques sexistes que l'on voit dans l'espace public. Donc voilà, en fait, nous, on veut prendre la rue parce que la rue, elle est à nous, quoi. Voilà une belle phrase de conclusion. On pourra la réutiliser tout à l'heure. J'ai le sentiment que dans cette nouvelle génération, donc oui, on s'empare de l'espace. Est-ce qu'il y a aussi, dans les échanges que vous avez avec toutes ces femmes, une volonté de déconstruire en fait les normes autour de l'éducation? Est-ce que le problème est aussi pris dans ce sens-là? Par rapport à l'éducation, je
je sais pas trop. En fait, oui, en fait, on a des échanges, donc on a aussi envie de grandir en fait dans nos réflexions féministes, et donc on organise des échanges, des débats pour qu'on puisse chacune partager nos expériences, nos lectures, voilà, on a besoin en fait aussi de s'approprier le féminisme quelque part. C'est un peu, voilà, c'est juste être plus sûr de nous, et on a besoin effectivement de temps d'échange ensemble. Après, en fait, ce qu'on constate aussi, et moi, ça me fait un peu halluciner, c'est que les jeunes personnes qui nous rejoignent, que ce soit dans l'école Reuze ou des jeunes personnes qui nous rejoignent dans les manifestations, en fait, il y a plein de choses qu'elles ont déjà déconstruit, en fait. Donc, du coup, c'est incroyable, en fait, de se dire qu'il y a tout ce temps long, effectivement, du féminisme, d'accepter les étapes, d'accepter les petits pas, les petites victoires. Mais il y a en fait une nouvelle génération qui bouillonne et qui est au taquet et qui a déjà déconstruit beaucoup plus de choses que nous et que les générations précédentes, quoi. Alors, ça va faire une transition parfaite pour me tourner vers Lucile Pétavin, donc historienne et autrice du livre Le coût de la virilité. J'ai envie de revenir à une philosophe écoféministe, Val Plumwood, qui finalement disait que une fois qu'on a écarté, qu'on a compris qu'il ne fallait pas essentialiser la femme aux soins, à la douceur, à la beauté, toutes ces choses-là, qu'il fallait aussi travailler l'essentialisation de l'homme dans une supériorité, et que tout ça, ça se construit dans l'éducation. Ce temps-là, il est enfin venu, Lucile? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, je vais répondre à la question, mais d'abord, je voudrais dire que 2021 et le féminisme aujourd'hui, pour moi, c'est aussi rendre hommage au mouvement féministe passé, bon, présent bien sûr, mais passé, puisqu'on parle un petit peu de l'histoire. Voilà, et moi, j'ai une formation d'historienne, et on voit aujourd'hui que la loi garantit l'égalité entre les hommes et les femmes, et que l'arsenal législatif sur cette question est aujourd'hui de plus en plus important. Et ça me paraît très, très important de le rappeler. Bien que sur le temps long, effectivement, les acquis sont récents. Voilà, sur ces questions, elles concernent à peu près les 70 années en arrière, donc ce n'est pas extrêmement long. Et en plus, il y a des idées reçues, donc je vais y venir pour la construction, mais des idées reçues aussi sur ces questions de loi entre les femmes et les hommes, d'égalité, puisque finalement l'acquisition tardive de ces droits est parfois légitimée par de fausses idées. Moi, j'ai beaucoup travaillé donc sur le monde du travail, et il n'est pas rare encore aujourd'hui d'entendre dire que si ces droits ont été acquis tardivement, c'est par exemple parce que les femmes sont rentrées tard sur le marché du travail. Or, les études d'histoire montrent que c'est complètement faux. Les femmes ont toujours travaillé, que ce soit dans les fermes, dans les boutiques, dans les ateliers. Voilà, leur travail s'est développé au même rythme que celui des hommes. Et d'ailleurs, on parle de l'entrée des femmes dans le marché du travail souvent à différents moments, que ce soit au moment de la révolution industrielle, de la Première Guerre mondiale, ou après la Seconde Guerre mondiale avec le travail de bureau, ce qui montre bien qu'il n'y a pas véritablement de moment, que cela n'existe pas. Là, on parle plus justement de l'histoire du salariat. Ainsi, donc, rien dans le monde du travail ne justifie ces acquis tardifs des femmes, au regard donc d'une histoire qui s'est écrite au masculin et au féminin. Et je pense que du coup, c'est important d'en avoir conscience. Et en 2021, ce qui me semble important aussi et qui me choque, c'est que les lois qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes sont toujours un enjeu. Puisque bien souvent, elles ne sont pas respectées. On est donc en 2021, les premières lois sur l'égalité salariale ont près de 50 ans, et pourtant, elles ne sont pas suivies de fait. Donc ça me semble tout à fait fondamental, et je crois qu'il y a un gros travail autour des mentalités à faire. Et donc, j'en viens à l'idée donc de la construction. Et donc, du coup, de la déconstruction finalement de toutes ces idées reçues. Je viens d'en évoquer une, mais il y a beaucoup d'idées reçues qui persistent encore aujourd'hui et qui légitiment les différences entre les hommes et les femmes, et les rôles que les femmes et les hommes ont dans la société.
Et sur cette question, les sciences aujourd'hui sont tout à fait claires. Les inégalités entre les hommes et les femmes, la domination des hommes n'est pas le fruit d'une nature qui divergerait selon que l'on est un homme ou une femme, mais bien une construction sociale. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, il faut se battre contre ça. Notamment, par exemple, on invoque souvent le temps des cavernes pour légitimer le fait que les hommes sont des prédateurs pendant que les femmes, elles, sont faites pour rester à la maison, à s'occuper des petits. Or, les études de paléohistoire moderne montrent que le paléolithique, donc le temps des cavernes, était un temps qui était beaucoup plus égalitaire, dans lesquels les femmes aussi avaient du pouvoir, elles chassaient, donc elles ne restaient absolument pas dans les grottes, d'ailleurs ils ne vivaient pas forcément dans les grottes à s'occuper des petits, et c'est au néolithique, donc vers moins 12 000, avec l'avènement de l'agriculture et la sédentarisation de ces populations, que les inégalités sociales se sont creusées et que la domination des hommes sur les femmes s'est installée et que la virilité s'est incarnée dans les armes en métal que les hommes utilisaient. Et également, il faut compléter ça par les sciences donc de biologie notamment, oui, ce que je voulais dire, pardon, pour finir sur le paléolithique, c'est que finalement, c'est un état des inégalités, une domination qui n'a pas toujours été dans l'histoire, qui est une construction sociale et donc que l'on peut déconstruire. Voilà, c'est très important, j'avais oublié de le dire. Et par ailleurs, donc, les sciences, que ce soit la biologie, par exemple, montrent donc qu'il n'y a rien dans le cerveau qui prédétermine les hommes ou les femmes à se comporter de telle ou telle façon. Lorsque nous naissons, avec l'IRM aujourd'hui on le sait, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites. Les 90% restantes sont modelées par nos acquis, par nos apprentissages. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc, finalement, c'est bien plus l'acquis qui définit nos aptitudes que l'inverse. Et enfin, je finis par les hormones, parce que ça aussi, c'est un sujet qui fait encore débat et des arguments voilà, qu'on entend encore beaucoup, et notamment la question de la testostérone, voilà, qui est dans l'imaginaire un petit peu l'hormone virile par excellence, puisqu'elle permet le développement de la musculature, des poils pubiens, etc. Les dernières études donc, de biologie sur la question sont là aussi très claires. Des taux de testostérone élevés chez un même individu sont aussi bien associés à des comportements agressifs que des comportements altruistes. Et d'ailleurs, ce sont bien plus les comportements agressifs qui font augmenter les taux de testostérone chez les individus. Donc, on voit bien que voilà, les comportements des hommes, la domination masculine est une construction sociale. C'est déjà un petit peu l'idée que, carrément même l'idée que Simone de Beauvoir avait énoncée dans Le Deuxième Sexe. Elle disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Elle aurait pu aussi dire « on ne naît pas homme, on le devient ». Et voilà, je pense qu'il est très important encore aujourd'hui de déconstruire ces idées reçues. Alors, du travail qui reste à mener, des combats qui restent à mener. On a évoqué cette temporalité de 2021. J'aimerais qu'on évoque le féminisme. Peut-on parler du féminisme ou des féminismes? Laura Slimani le disait dans son propos introductif, il y a sans doute différentes dimensions, il y a à coup sûr différentes approches, différents combats qui sans doute se rejoignent, mais qui ont besoin les uns et les autres de visibilité. Et j'aimerais vous entendre, Céline Extenso. Sur votre site internet, dans votre blog, il y a un récent article où vous écriviez, en parlant des femmes, vous dites « mes demi-sœurs », vous dites « Andy est une identité qui me prive de genre », et vous expliquez que le handicap a été jusqu'à présent invisible dans les combats féministes. Alors, est-ce que le handicap aujourd'hui émerge, devient visible? Comment vous trouvez, comment vous creusez votre sillon sur ce chemin? Et avant de vous donner la parole, je cite aussi Jade qui nous écoute sur Facebook et qui nous dit « Avez-vous des recommandations de lecture sur le féminisme à nous faire ?» On en a plein, je trouverai un peu de temps pour vous donner quelques titres au fil de nos échanges. Donc Céline, vous pouvez peut-être réactiver votre micro. Oui, c'est bon? Oui, bonjour.
Oui, alors on parle du féminisme en 2021, mais c'est vrai que nous, femmes handicapées, on en est un peu au début de notre histoire de lutte féministe, parce que jusque-là, on a été très, très invisibilisées, très absentes du féminisme mainstream. Alors pour différentes raisons. Déjà parce que le militantisme, les militantismes, de façon générale, sont très peu sensibilisés aux problèmes d'accessibilité. Donc, que ce soit une accessibilité concrète des locaux, des manifestations qui ne pensent pas à nous accueillir ou à la théorie proprement parlée. Mais aussi parce que le handicap a mis beaucoup de temps, en France en particulier, à devenir un objet de lutte. Ça a longtemps été considéré uniquement comme un objet de soins, un problème individuel. Le handicap était intrinsèquement un drame et il fallait nous soigner, nous réparer autant que possible, mais ça n'était pas du tout pensé d'un point de vue collectif. Alors, si je peux faire un rapide historique, en France, au début des années 70, il y a eu le comité de lutte des handicapés, qui était un groupe dans la mouvance post-68, très gauchiste et avec énormément d'énergie, qui a fait un journal qui s'appelait Les handicapés méchants, dont les archives sont encore délicieuses à lire. Mais qui finalement n'a duré que quelques années. Et après ça, ils ont disparu et il n'y a pas eu la relève. Et tout le discours associatif militant a été capté par les familles et les proches de handicapés. Et ça restait en fait un discours de validiste, avec plein de bonnes intentions, mais quand même qui n'est absolument pas le même point de vue que nous. Il a fallu attendre 2004 pour que le mot validisme arrive en France, dans un texte de Zig Blanquer, La culture du valide occidental. Mais après ça, c'est pareil, il y a eu encore énormément de temps. Ensuite, on peut noter la création du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, en 2016, qui là a donné un vrai coup de fouet au militantisme handi, qui lutte principalement pour la désinstitutionnalisation, donc nous sortir des foyers, des institutions spécialisées, et qui a fait du handicap, qui a contribué en tout cas à faire du handicap un vrai sujet politique. Et suite à ça, avec l'aide des réseaux sociaux, évidemment, qui nous ont beaucoup aidé, comme tout militant, mais plus particulièrement avec des handicaps. Ça résout énormément de problèmes d'accès et ça nous permet de nous rassembler. Donc aujourd'hui, il y a cette conscience collective entre nous, personnes handicapées, qui nous donne les armes pour nous penser et pour nous agir autrement et pour s'insérer parmi vous, amis féministes. Mais voilà, on en est encore à devoir expliquer le b.a.-ba du validisme, qui est encore très peu connu du grand public. Donc peut-être que je peux rappeler rapidement le Absolument, validisme. Voilà, le validisme, c'est la discrimination spécifiquement subie par les personnes handicapées. On a tendance à les considérer comme inférieures, comme moins intéressantes et comme incapables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Ça peut se manifester par un rejet, que ce soit des maltraitances, des violences, de l'exclusion, un refus d'accessibiliser. Mais il y a aussi une forme de validisme gentil, avec plein de guillemets, qui prend des formes d'infantilisation, de surprotection, de pitié, ou au contraire d'héroïsation. Et quelle que soit la forme qu'il prend, c'est toujours quelque chose d'humiliant et de violent à subir,
qui nous exclut et qui limite nos possibilités sociales, professionnelles, amicales, amoureuses et qui limite nos conditions de vie. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un point clé dans ce que vous dites, dans ce que vous avez dit, Céline, c'est que finalement, peut-être un point fort du féminisme en 2021 ou des féminismes, c'est que c'est les concernés qui prennent la parole, quel que soit le sujet, et c'est ça qui change peut-être la donne. Oui, c'est ça. Alors, moi, personnellement, j'avoue que c'est le féminisme qui m'a fait devenir antivalidiste. C'était plus facile de me revendiquer déjà féministe parce qu'il y avait un côté cool. Voilà, on est à une époque où c'est plutôt cool. Et en m'intéressant et en creusant ce truc de reprise de pouvoir, en se sentant concernée, et là, je me suis dit, ouais, mon discours, il a autre chose à apporter au féminisme. Et j'ai commencé à trouver mon expérience de femme handicapée intéressante, justement, et à voir que ça avait un écho quand même. Enfin... votre action au sein du collectif Les Dévalideuses, c'est à la fois de mener des actions, mais aussi de travailler sur les aspects théoriques. C'est ce que je disais là aussi sur votre site internet, c'est qu'il y a aussi ce vide théorique, alors que la littérature féministe, alors je ne sais pas si je peux dire généraliste, est à foison, mais en tout cas pour vous, sur la question du handicap, il y a encore à creuser, à penser, à écrire pour que une réelle place soit prise en fait. Oui, c'est ça, oui, on essaye de faire de la pédagogie sur le validisme au grand public, mais oui, aussi au niveau des études sociologiques, il y a des disability studies et même des crip studies qui sont un peu plus militantes, enfin plus queer, on va dire, et il y a énormément de travail à faire en amont pour préparer cette table ronde. Chacune a donné des sources et les féministes ont des tas de sources, ont des tas de lectures à fournir et c'est difficile de choisir. Moi, j'ai pas eu de mal à choisir parce qu'on a très très peu, en tout cas, d'ouvrages francophones. Et ça, on en a besoin parce que ouais, le militantisme, c'est pas juste taper du poing et réclamer des droits, c'est aussi ouais, travailler sur les racines des problèmes et ça nous manque encore cruellement. Ouais. Donc, encore des champs d'investigation évidemment aller creuser. Alors, parmi les ressources que vous nous avez transmises, Céline, il y a le podcast, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, avec le titre Féminisme et handicap, les corps indociles, qui peut, par exemple, voilà, qui est une bonne clé d'entrée sur ces sujets. Servane, sur Facebook, nous demande quelles actions peuvent être menées en tant que féministe en 2021, quelles actions peut-on mener en dehors du cadre associatif? Vous, Céline Extenso, à l'échelle de votre collectif Les Dévalideuses, est-ce que vous avez des besoins? Vous avez besoin de recruter des bénévoles? Est-ce qu'on peut s'engager à vos côtés? Et comment? Ah oui, alors carrément. Précisément, on a lancé une campagne d'adhésion hier. On vient de s'organiser. Donc, on existe depuis 1 an. Et là, on s'est organisé administrativement, donc vous pouvez nous soutenir, vous pouvez adhérer pour agir concrètement à nos côtés, pour être membre actif. On fonctionne en non-mixité et même en double non-mixité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'hommes cis et pas de personnes valides. Mais les autres peuvent en tout cas nous soutenir et nous aider de diverses façons. Très bien, merci à vous. On se retrouvera tout à l'heure évidemment pour continuer les échanges. J'aimerais qu'on parle maintenant aussi des personnes racisées. Alors je sais que cette expression fait peur à certaines ou à certains, mais pour autant c'est un enjeu extrêmement important. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'afroféminisme.
Et j'aimerais avec vous, Rose Dengue, évoquer ce féminisme, ce prisme-là. Comment aujourd'hui l'afroféminisme s'inscrit dans le paysage du féminisme en France? Très bien, bonsoir tout le monde et merci à la Ville de Rouen pour l'invitation. Je suis très heureuse de partager ce beau panel. Alors, je vais faire une réponse sur l'afroféminisme, mais je vais aussi revenir un peu sur du coup ce que c'est qu'être féministe en 2021, parce que je pense que ça va rejoindre, enfin, pour moi qui suis chercheuse, enseignante chercheuse, être féministe en 2021, et on parlait tout à l'heure, Alice Coffin justement, qui parlait de la joie militante et de la joie quand on est engagé, c'est d'avoir fait partie des universitaires qui ont organisé le premier colloque sur les féminismes noirs en contexte post-impérial en France, un colloque qui a été organisé par 6 femmes, dont 3 femmes noires. Donc, du coup, voilà, au-delà de la lutte et de tout ce qu'on entend par rapport aux perspectives qu'on défend dans l'académie ou même du militantisme, voilà, ça a été une très grande fierté. Donc, c'était l'année dernière et donc ça fait 1 an. On a été sans doute l'un des derniers colloques avant le confinement. Donc voilà, donc être féministe en 2021, par-delà la lutte, c'est aussi cette grande réalisation qui nous a demandé beaucoup d'énergie, que j'ai organisée avec Sylviane Larcher, Jacqueline Couty, Jennifer Boitin, Myriam Paris et Lucia Deribinger. Je tiens vraiment à les citer parce que voilà, c'est des collègues absolument formidables. Et donc, si on revenait sur cette question et faire le lien avec l'afroféminisme, c'est que ce que ça a montré, ce colloque, et c'était notre objectif aussi, c'est qu'on est souvent sur ces questions-là de la racisation et notamment de l'afroféminisme dans une sorte de conversation avec les États-Unis, comme si il n'y avait que des femmes noires en France et aux États-Unis. Ce qui est une perspective quand même très, très occidentalo-centrée. Et donc, les perspectives féministes, en tout cas que moi je défends, dans lesquelles je m'inscris et qui nourrissent mon travail en tant que chercheuse, c'est des perspectives qui justement mettent le contexte impérial au cœur. C'est cette histoire impériale qui continue de structurer les rapports de pouvoir, les rapports de domination au cœur de la question féministe et au cœur du dialogue qu'on peut avoir entre féministes. Et donc, ça veut dire que pour moi, la question de l'afroféminisme ou des féminismes noirs n'est pas une question de savoir si l'afroféminisme est importé des États-Unis ou pas en France. C'est la question de qui sont ces militantes-là et qu'est-ce qu'elles disent de l'histoire française, qu'est-ce qu'elles disent de son histoire impériale, qu'est-ce qu'elles disent des rapports de domination historique et qu'est-ce qu'elles disent des rapports de la reconfiguration de ces rapports de domination historique de manière très, très contemporaine. Et donc, pour moi, il s'agit justement, parce que c'est aussi très lié à cette question de l'universel, et moi je dis de plus en plus, ma perspective n'est pas universaliste, elle est pluriverselle. C'est-à-dire que je m'inscris plus, et donc ça, je sais que ça crée des débats, mais en fait, ma perspective, elle est postcoloniale, voire décoloniale. Ce dans quoi je me reconnais, c'est les perspectives notamment latino-américaines qui mettent en avant la méfricanité, qui est aussi cette perspective qui permet de penser, par exemple, les populations afro et leur lutte en contexte dans les Amériques, donc en contexte d'Amérique latine. Et donc, c'est le plurivers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser les manières plurielles d'habiter le monde, penser les savoirs dans leur pluralité et justement provincialiser l'Europe, si je dois reprendre un penseur indien qui est Dipesh Chakrabarty, et se dire vraiment que l'Europe n'est pas le centre de la pensée, l'Europe n'est pas la norme. Il y a plusieurs manières d'habiter le monde, il y a plusieurs savoirs, et ces savoirs sont tous légitimes. Au nom de quoi, à part l'impérialisme, le savoir européen, la culture européenne serait le centre vers lequel toutes les autres cultures, tous les autres savoirs devraient converger. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que moi, je pense cette question de l'afroféminisme ou des féminismes noirs et de comment on peut avoir un dialogue avec d'autres féministes, parce que ça permet aussi de se poser la question de qui c'est qui est réduit à la subalternité. Et parce que c'est des corps souvent non blancs.
Et donc ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir comprendre les mécanismes qui réduisent ces corps-là à la subalternité. Donc le féminisme n'est pas seulement à ce moment-là un féminisme qui va opposer les hommes et les femmes, c'est un féminisme qui pense de manière globale, qui pense, alors la circulation des idées des militantes, mais qui pense aussi comme les reconfigurations impériales des dynamiques de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, et qui est nourrie aussi de nos expériences personnelles, puisque moi, en fait, ma présence en France est une des différentes manifestations de l'histoire impériale française. À plein d'égards, parce que la France a été la tutelle de mon pays d'origine, le Cameroun, parce que je dis souvent, de tous mes ascendants, il n'y en a qu'un qui est né au moment des indépendances. Donc, en fait, moi j'ai connu jusqu'à mes arrière-grand-mères. Donc, il y a des histoires, quand moi j'ai commencé à faire mon travail de thèse, il y a des histoires que mes grands-mères ou même mon père me racontaient qui ont commencé à se remettre. Et on dit souvent, oui, la colonisation, c'est du passé, mais ça dépend pour qui. Pour moi, ce n'est pas du passé. Mon père, quand j'étais petite, il me racontait cette histoire de l'amulette à l'école quand il fallait parler français, parce que si vous parliez les langues locales, on vous donnait une amulette et à la fin de la récré, la personne qui avait l'amulette se faisait taper par l'instituteur. Donc, c'est ça, c'est une histoire de violence. C'est une histoire... c'est une histoire où je sais que mes ascendants en ont souffert dans leur chair, en fait. Donc, ça ne peut pas être un passé révolu, et ça peut d'autant moins être un passé révolu quand on est dans un pays qui ne veut pas faire face à cette histoire-là. Donc, voilà. Donc, l'afroféminisme vient de là. Il ne s'agit pas d'une conversation des militantes avec les africaines-américaines. Il y a une conversation qui se fait forcément parce qu'on partage à certains égards une histoire, à certains égards des éléments d'histoire commune, mais la conversation, c'est entre la France et son histoire coloniale et impériale, esclavagiste aux Caraïbes, et coloniale en Afrique. C'est ça la réelle conversation qu'il y a à avoir. Par exemple, si on prend un exemple très contemporain, il y a actuellement des mobilisations en Martinique, notamment sur l'affaire du chlordécone. Donc, on peut le rappeler, un pesticide qui a été utilisé entre 72 et 93, alors qu'il était déjà interdit d'usage, mais l'État français a autorisé. Ce qu'il faut savoir, ce que moi, en fait, je découvre en essayant de lire un peu là-dessus, c'est qu'en 64 déjà, on utilisait déjà ça au Cameroun et en Côte d'Ivoire, par exemple, et que ça a continué bien après l'interdiction également. Donc, l'histoire, donc mon féminisme va être aussi teinté de ce type de lutte-là, parce que, en fait, finalement, ce que ça dit, cette histoire du chlordécone, c'est quels sont les corps qu'on peut mépriser. Et c'est des corps qui vivent sur des territoires africains et afro-diasporiques. Et ça, oui, pardon. Avec ce que vous dites, on sent que c'est un peu ce que disait tout à l'heure en introduction Alice Coffin, c'est que le féminisme s'inscrit forcément dans un temps très long qui ne cesse finalement de se déployer en montrant comment les persistances de domination s'inscrivent sur des corps, qu'ils soient des corps en situation de handicap, qu'ils soient des corps noirs, racisés. Et donc, être féministe en 2021, ça ne peut se faire sans... penser les interactions du temps et de la géographie pour reconfigurer les façons de dialoguer dans ces perspectives sur le féminisme. Exactement, et ça veut dire aussi penser ces privilèges et penser comment on s'inscrit dans les rapports de domination. Je parlais du chlordécone tout à l'heure, il y a quelque chose aussi d'assez fascinant. On est tous et toutes contents de bénéficier de cette électricité nucléaire, mais combien de personnes savent dans quelles conditions Areva extrait le nucléaire qui sert à l'électricité ici au Niger, et les dégâts environnementaux et sociaux que ça cause là-bas pour les Nigériens et les Nigériennes. Donc, ça veut dire aussi être capable d'adresser ces questions et de les regarder en face et de savoir et de s'en saisir pour en faire quelque chose. Donc, c'est vraiment tous ces questionnements-là qui m'habitent et qui font que je peux, et la plupart des féministes peuvent être difficilement, en tout cas quand on est dans un militantisme politique et de changement et de justice sociale, en fait, il ne peut pas y avoir que de justice sociale, il faut y avoir une justice raciale, même si ce mot dérange, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les Occidentaux qui ont conceptualisé la race. Et de concept, c'est passé à quelque chose qui a des effets
socio-économiques, politiques très concrets depuis le 15e, 16e siècle jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les rapports nord-sud sont teintés de rapports raciaux. C'est parce qu'on pense la race que ces rapports sont aussi déséquilibrés. Pourquoi est-ce que le café qui est vendu, qui est cultivé au Cameroun, est vendu par des cultivateurs camerounais ou ghanéens, les prix sont fixés en Occident? Pourquoi? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette perspective est pleinement entendue dans les dialogues entre des collectifs féministes? Est-ce que lorsque vous avez discuté, alors je vais caricaturer, mais avec, je ne sais pas, une asso féministe qui ne serait constituée que de femmes blanches, est-ce que ce dialogue est pleinement entendu? En gros, est-ce que ce combat, en tout cas de reconnaître ces différentes perspectives, il est déjà gagné aujourd'hui en 2021? Oula, de gagner, je crois qu'il est loin d'être gagné. Alors, moi, je n'ai pas toujours, alors je ne discute pas forcément toujours avec d'autres collectifs, mais effectivement, selon les personnes avec qui on va discuter, c'est plus ou moins entendable. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à détricoter et que, en fait, les personnes se rendent compte en face que ça veut dire aussi renoncer à un certain nombre de choses, parce qu'en fait, Alice Coffin le disait tout à l'heure, c'est une question de rapport de pouvoir. Et pour changer les rapports de pouvoir, ça veut dire qu'à un moment donné, les personnes qui ont le pouvoir, c'est-à-dire des féministes blanches, par exemple, qui sont en situation de pouvoir, même si, par ailleurs, elles sont dominées pour X, Y raison, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles puissent penser leur propre position dans les rapports de pouvoir par rapport aux féministes ou aux populations en général, même non féministes, non blanches. Et ça, c'est souvent le point qui n'est pas entendable parce que on reste dans… La France est très… la France fonctionne beaucoup sur la théorie. On est dans la théorie de l'universalisme qui, en fait, il faut le rappeler historiquement, a été construit dans l'exclusion. C'est-à-dire que l'universalisme a exclu les femmes et les colonisé pendant longtemps. Puis, à un moment donné, enfin, les colonisés et les subalternes, les hommes subalternes blancs. Puis, à un moment donné, on a inclus les hommes subalternes blancs et il y avait toujours les femmes et les colonisés. Puis, on a inclus les femmes blanches. Et puis, les colonisés étaient toujours en dehors. Donc, on pense à un concept qui, en fait, dans les faits, n'a jamais été vraiment mise en pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je m'inscris plus dans le plurivers. Et donc, on va vous dire, oui, bah, ça veut dire, vous dites, par exemple, actuellement, on revient sur oui, la race, ça n'existe pas, on est tous humains. Bah, j'ai envie de dire, oui, on le sait. C'est pas la question. C'est vraiment pas la question. Donc, c'est la capacité, pas juste d'écouter et d'entendre, mais de l'entendre et s'en saisir pour en faire quelque chose. Et c'est là où ça devient compliqué parce que ça veut dire déconstruire tout comment dire, le contexte et le background dans lequel on a été vraiment éduqué et renoncer. Et renoncer, c'est jamais évident. Et c'est pour ça que à la fois, on peut avoir des moments de lutte ensemble, mais on lutte quand même beaucoup aussi. Malheureusement, c'est conflictuel entre nous. Alors, ça me donne envie de citer Céline Extenso, toujours sur son site célineextenso.free.fr, qui conclut, alors c'était un post de février qui dit « Alors, ok pour le rassemblement, mais pas aveuglément, pas au prix de l'uniformisation, de l'invisibilisation, des marginalités complexes. Pour moi, pour nous, meufs Andy, mais aussi pour vous, je crois. Je pense que mon vécu dit quelque chose. Je ne sais pas encore ce qu'on peut en tirer, mais on a toutes besoin que vous l'entendiez. Et j'ai l'impression que ces propos vont très bien aussi à votre prisme de lecture, Rose. J'aimerais revenir vers vous, Alice Coffin, pour savoir justement sur ces débats qui continuent à exister dans les mouvements féministes aujourd'hui, y compris sur la question du genre. Comment vous définiriez? Il y a un féminisme, des féminismes qui cohabitent, qui s'affrontent? Il y a des… En fait, les points moi, je réfléchis beaucoup, mais c'est par expérience et vécu activiste, en pointant vraiment le regard du côté des structures de pouvoir, et ça vient très bien rappelé, ça ne veut pas dire nos propres structures de pouvoir en tant que féministes ou dans d'autres sphères d'activité, bien entendu. Après, il y a des liens qui, pour moi, parce qu'encore une fois, sinon, si on réduit le combat féministe à une histoire femme-homme ou un truc comme ça, de ne pas voir que c'est la question de la domination, c'est la question du regard du poids de certains corps sur d'autres, c'est la question de la validation, c'est la question de la légitimisation de certains, et que c'est complètement…
tout ça est consubstantiel. Et moi, je l'ai beaucoup, je vais parler de mon analyse sur mes combats, ils sont très liés aux représentations médiatiques. Notamment, et à la façon dont on nous raconte l'histoire dans l'information et dont on nous raconte nos vies à nous, du coup, c'est-à-dire dont on est raconté par les journalistes. Et pour voir à quel point c'est lié, à quel point, justement, tous ces questionnements sur l'universalisme, sur la notion de race, tout ça sont complètement des constructions aussi là-dessus. La meilleure illustration que j'ai vue récemment, ça ne vous aura pas échappé, qu'il y a eu des discussions sur les réunions en non-mixité. Et je vois France Inter publier un article sur « Mais alors, que pense la gauche de ces réunions en non-mixité ?» Ils interrogent 10 personnes. Ils donnent les propos de 10 personnes. Sur les 10, il y a 7 hommes blancs. Donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que ça ne peut pas mieux illustrer, ça ne peut pas être une meilleure mise en abîme de ça. On parle de réunions en non-mixité, en plus on parle de réunions en non-mixité au sujet de personnes racisées. Le point de comparaison qui est fait, d'ailleurs de manière plus ou moins légitime, sont des réunions, les réunions féministes entre femmes. Mais les personnes qu'on va interroger à la fin sont 7 hommes blancs. Donc ce que je veux dire, c'est ce qui met le conjoint et notre façon permanente d'être raconté. Alors après ça, moi c'est une stratégie personnelle qui fait que du coup la focale, je la porte beaucoup sur ceux qui tiennent les rênes en fait de ces récits-là, de ces histoires-là, que ce soit des gens derrière la caméra, et le combat est majeur sur la question des représentations, et je pense tout à l'heure, on disait un peu 2021 c'est quoi, et je citais l'exemple du manifeste des 343, mais c'est aussi un lien, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, et heureusement, le combat était très axé aussi sur les corps, mon choix, l'émancipation des corps, la libération des corps. Je crois que 50 ans plus tard, si MeToo est arrivé dans le milieu d'abord du cinéma, ce n'est pas du tout anodin, c'est parce qu'on en est dans des combats beaucoup pour mon esprit, mon imaginaire, mon choix, mes représentations, et de comprendre qu'il y a ce lien-là. Et donc moi d'abord, enfin, j'allais dire en termes de focale et de qui je regarde, quand je regarde qui nous écrase, qui invisibilise, je veux parler des lesbiennes et de beaucoup d'autres minorités, je ne peux que constater que c'est exactement les mêmes mécanismes avec, il y a des petites spécialités à chaque fois, avec la façon, et ça c'est en discutant avec d'autres, quand par exemple on construit l'association des journalistes LGBT et les représentations médiatiques, on va discuter avec d'autres comme Rokhaya Diallo qui avait mené ce travail-là sur les représentations médiatiques sur les personnes racisées. Qu'est-ce qu'on retrouve si on décortique exactement, bien entendu, des mécanismes de domination et de récits de l'information ou de récits culturels similaires, ce qui encore une fois n'empêche pas d'aller. On a besoin de spécialisation, on a besoin d'expertise, et je pense que c'est ce qu'on entend là de chacune d'entre nous dans des domaines, mais de comprendre aussi, et parce que c'est le nœud un peu de tout ça, qu'au nœud de tout ça, on a quand même des structures, parce que c'est l'exercice du pouvoir, voilà, de comment dans une humanité, il y a ça, il y a des structures d'un pouvoir, des groupes qui prennent entre leurs mains ça et racontent les autres, et ça, c'est très important de voir que ça part, il y a un cœur du réacteur quand même là-dedans. Alors, on a les réseaux sociaux qui nous aident qui aident à donner à voir d'autres récits, à entendre d'autres voix. Mais est-ce que toutes ces voix plurielles peuvent faire le poids finalement face à un système qui, vous l'analysez quasiment quotidiennement en regardant ce qui se passe dans les médias, qui revendique de ne pas entendre ce qui est dit et de toujours caricaturer en fait les paroles, que ce soit sur l'universalisme, sur la non-mixité? Ben c'est toujours quand on me dit ah mais alors finalement ah bah là vous avez gagné, ah bah là vous avez voilà faire ça. Mais non, mais c'est comme si c'était une espèce d'énorme montagne. Parfois, on arrive à gratter un peu comme ça, donc ça fesse un peu. Mais même quand on arrive, enfin, je veux dire, et là, je le parle, c'est important aussi de donner c'est pas une impression, hein, je veux dire, c'est un truc quotidien, moi que je vis, mais que plein d'autres militantes vivent, les messages et les tentatives de vraiment d'écrasement, que ce soit par
l'insulte permanente, les tentatives pour... Enfin voilà, moi je sais, je me suis fait virer de boulot, il y a des tentatives tout le temps d'exclusion. Donc même quand on arrive finalement un tout petit peu à y mettre, il y a immédiatement une volonté de nous sortir. Donc c'est vraiment de l'ordre de la lutte, quoi. Mais encore une fois, ça ne l'empêche pas d'être joyeuse, mais il ne faut pas se leurrer. Non, c'est pas du tout la multitude. Et encore une fois, c'est pour ça que j'avais commencé tout à l'heure avec dire on a d'autres outils, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui restent les mêmes, et bien sûr les réseaux sociaux font partie d'un outil, mais où on va rejouer des choses, et bien sûr par exemple les collages ont été évoqués, c'est autre chose, donc que ce soit les murs des réseaux sociaux ou les murs des villes qui peuvent servir de point d'appui, et c'est bien parce que ça veut dire on n'est pas seulement obligé de passer, le plus on a lieu d'expression possible, des personnes préfèrent tout le monde n'accepte pas, je veux dire, à pouvoir écrire des livres, tout le monde n'accepte pas, et c'est tellement difficile, et c'est un enjeu à la parole médiatique, mais sans doute ce qui se passe, c'est qu'on peut ouvrir via des nouvelles technologies sur des espaces d'expression, mais elles restent comme ça, c'est massif, c'est génial, et évidemment, je peux constater qu'il y a plus de monde quand on appelle à une manif maintenant qu'il y a 10 ans, ok, très bien, mais attention, enfin, c'est en face, voilà, c'est phénoménal, je veux dire, ce qui reste à grappiller. On est vraiment... C'est clair. J'en profite parce qu'on parlait justement de voix et de nouveaux supports pour faire entendre ces voix. Évoquer le film Ouvrir la voix, justement, de Amandine Gay, qu'elle a réalisé, en tout cas présenté en 2017. Donc, qui est extrêmement utile et intéressant à voir. Et puis, il y a un commentaire qui nous dit, Véronica Véro-Desgodet, qui nous dit « Heureusement que tant de féministes blanches on est bousculé. Non, en tant que féministe blanche, pardon, on est bousculé par les mouvements antiracistes et antivalidistes. Merci à toutes les pionnières, y compris celles qui sont là ce soir. Donc, il y a beaucoup de messages d'encouragement et positifs qui vous sont transmis sur Facebook, et tant mieux. Cilia Sadi, au sein du groupement féministe de Rouen, est-ce qu'il y a des débats internes? Est-ce que là, les échanges que l'on a ce soir sont à l'image des discussions que vous avez au sein de votre groupe? Alors oui, on a eu tous ces débats. Notre association, comme l'ensemble du féminisme, en fait, a traversé ces périodes de débat autour des questions clivantes que sont la prostitution, la GPA, l'islamophobie. Et en fait, pour sortir de ces débats qui, en fait, n'ont pas de sens quand on est entre soi. En fait, on ne peut pas parler de l'islam quand on n'est pas musulmane. On ne peut pas parler, comme le disaient mes camarades ce soir, d'antivalidisme quand on ne le vit pas. Et en fait, pour nous, la réponse que l'on a eue, ça a été d'écrire une charte pour définir vraiment notre position, et un texte en fait qui nous permet de pouvoir dire ce contre quoi on se bat et l'idéal de notre société. Et c'est un bon point de départ pour se dire, savoir où on se situe, mais c'est aussi un bon point de départ pour dire, nous, en fait, on lutte contre toutes les formes d'oppression, et on souhaite surtout que la parole des premières concernées soit la voix. Donc, je voulais parler du film d'Amandine Gay. Et en fait, voilà, c'est qu'il faut arrêter de discuter des gens, de leur situation quand elles ne sont pas là, parce que c'est complètement infantilisant et ça participe complètement à leur invisibilisation. Donc, le débat sur les réunions non mixtes, le clivage sur la prostitution, les travailleuses du sexe sont virulents, mais en fait, ils ne prennent absolument pas en compte les personnes concernées, leur avis. Et en fait, dans tout ça, c'est ça qui est problématique, en fait, c'est qu'on n'écoute pas ces personnes. Donc, nous, au collectif, dans notre asso, au groupe d'action féministe, on pense qu'en fait, on ne peut pas parler à la place d'eux, quoi. Il faut arrêter, comme on ne veut pas que les mecs parlent à notre place pour nous expliquer ce que c'est que le féminisme. En fait, on ne peut pas parler à la place des personnes qu'on ne vit pas cela, quoi. Et en fait, moi, à chaque fois que j'entends ça et qu'on a ces discours-là, ça me rappelle à quel point en fait, le féminisme est révolutionnaire et qu'il faut repenser complètement, habiter le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en fait, repenser les structures de pouvoir, repenser l'éducation, repenser tout, en fait. Et c'est une force. Moi, ça me met en joie quand je pense à ça, parce que je me dis, ouais, mais c'est ouf ce qu'on est en train de vivre. Et oui, c'est difficile. Le poids qu'on a en face à nous, il est lourd et il est mastoc. Mais en fait, plus on sera nombreuses
à lutter ensemble et plus on pourra démonter le patriarcat, quoi. Céline Extinso, comment faut-il et comment on construit ces alliances? Parce qu'on entend Cilia et Alice avant elle qui nous évoquent alors une montagne, hein, ce système patriarcal qui construit sur des siècles et des siècles d'une culture masculine. Est-ce que voilà, il faut des alliances ou est-ce qu'il faut que toutes ces voix cohabitent? Comment on peut faire avancer justement tous ces féminismes ensemble pour porter plus haut, plus loin? Alors oui, il faut construire des alliances, évidemment. On est les premières à souhaiter, enfin à se dire intersectionnelles et à souhaiter des alliances avec chaque combat. Mais on a aussi énormément de réticence envers ce mot d'intersectionnalité, envers la convergence des luttes, parce que c'est souvent brandi comme un étendard de façade, mais ça a souvent tendance à gommer toutes les disparités, souvent au profit des majorités, en fait, quoi. Il y a, y a une tendance à la sororité qui peut être aussi un peu néfaste parce que on sent des fois une envie de rassurer et d'intégrer au groupe, mais c'est pas forcément ça dont on a besoin, pardon. Je sais que moi, quand je parle de mes problèmes en disant c'est compliqué d'être une femme handicapée, de se reconnaître dans les normes de la féminité et tout ça. Souvent, les autres femmes accourent pour me dire mais si, t'es comme nous, regarde, ça tu le vis comme nous, ça tu le vis comme nous. Ouais, mais est-ce qu'on peut parler de ce qui diffère? Parce que oui, il y a un moment, des fois, ça fait du bien de se sentir appartenir à un groupe. Il ne faut pas ne pas le faire du tout. Mais je pense vraiment que ce qui diffère, c'est ça qui va nous enrichir les uns comme les unes comme les autres. Et c'est souvent ça qui me pose problème et sur lequel j'ai plus besoin d'être entendue et de travailler. Par exemple, on a des thèmes qui se croisent énormément entre le sexisme et le validisme, mais qui ne vont pas forcément dans le même sens. Sur tout ce qui est contrôle du corps, évidemment, les femmes comme les personnes handicapées sont particulièrement soumises à ça, mais quand les femmes valides vont être hypersexualisées, souvent, les femmes handicapées vont être au contraire asexualisées. Au niveau de la procréation, les femmes valides doivent lutter pour préserver le droit à l'IVG. En tant que femme handicapée, on va plus souvent nous imposer des IVG, voire même des stérilisations forcées. Alors, on soutient évidemment les deux extrêmes des revendications, mais voilà, il ne faut pas non plus oublier la nôtre, à crier arrêtez de nous sexualiser, certes, mais est-ce qu'on peut quand même parler de notre problème, sexualisez-nous un petit peu, voilà, donc ouais, l'intersectionnalité, l'alliance, oui, l'intersectionnalité avec prudence. Mais après, on a énormément de thèmes communs, au-delà de son contrôle du corps. Il y a toutes les violences sexistes. Les femmes handicapées sont au moins 4 fois plus victimes que les femmes valides. Donc, c'est un problème qui nous tient à cœur. Tout ce qui est frein à l'emploi, écart des salaires, accès aux soins, infantilisation, c'est des thèmes sur lesquels les deux problématiques convergent en fait et se cumulent. Donc on a évidemment intérêt à travailler ces thèmes-là ensemble. J'entends donc un double mouvement qui est nécessaire, c'est pour les groupes
minoriser ou invisibiliser, que la convergence se fasse autour de leur propre combat pour appuyer, pour soutenir ces féminismes, et puis aussi eh bien, ce qui nous lie, ce combat commun contre ces dominations, en ayant en tête que chacun, y compris chacune, doit pouvoir se rendre compte de ses propres privilèges liés à sa situation, qu'elle soit sociale, économique, raciale au sens sociologique du terme, pour pouvoir avoir un cheminement, voilà, itératif dans les deux sens, qui soit constructif pour les uns et les unes et les autres. Il y a quelque chose qui fait consensus, évidemment, c'est ces dominations masculines dans un système patriarcal. J'aimerais en revenir vers vous, Lucile, parce que dans votre livre « Le coût de la virilité », vous proposez une approche extrêmement intéressante qui permet justement de lire autrement ce que c'est que la virilité. Je vous laisse peut-être présenter le concept, le propos de ce livre, et en ayant en tête une question subsidiaire. Dans votre livre, vous parlez du coût de la virilité et pas du coût de la virilité toxique. Peut-être un petit pourquoi là-dessus. Alors, merci. Alors, effectivement, moi, dans mes travaux, j'ai fait le constat que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité, de comportements à risque dans notre société, si bien qu'ils représentent 83% des personnes mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice, et que la population carcérale est à 96% masculine. Et quand on regarde par type d'infraction, on se rend compte que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions, et notamment les plus graves. Donc 99% des auteurs de viol sont des hommes, 86% des auteurs de meurtre sont des hommes, également 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, etc. etc. Du coup, dans mon ouvrage, donc, Le coût de la virilité, je me suis penchée donc, sur ce que tout ça coûtait à la société. Donc, le coût de la virilité, ce sont les sommes qui sont dépensées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux des hommes. Alors, ce sont des coûts directs qui vont être liés aux frais de justice, aux services de santé, de force de l'ordre, et des coûts indirects qui sont supportés donc par la société, qui sont liés aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais que l'on peut estimer financièrement, également aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes, et aux destructions de biens. Et j'arrive à une estimation qui est à près de 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal, puisque ça correspond à peu près au déficit annuel du budget général de la France. Donc, voilà, c'est une somme astronomique. Et finalement, je me suis demandé d'où venait le problème, c'est-à-dire pourquoi les hommes se comportent ainsi, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien qui prédéterminait les êtres humains, que ce soit les hommes ou les femmes, à se comporter de cette façon, ni la testostérone, ni le cerveau, d'autant plus qu'il y a des hommes qui sont pacifiques et qui le sont toute leur vie, et des femmes qui, elles, peuvent s'adonner à de la violence, à des comportements à risque, même si cela est dans une moindre mesure que les hommes. Et sur cette question, les sciences de l'éducation ont montré qu'il y avait une véritable acculturation, assimilation de cette violence par les garçons à travers les valeurs viriles qu'on leur transmet dès le plus jeune âge, puisqu'on s'aperçoit que les parents, l'entourage, dès les premiers jours donc de la naissance, juste après la naissance des bébés garçons, valorisent chez eux la force, la puissance. Ils ont des contacts physiques beaucoup plus toniques, ils développent beaucoup moins les sentiments avec eux qu'ils le font avec des filles. Et très rapidement, il y a des démonstrations de force qui s'immiscent, donc qui s'expriment en tout cas dans les jeux. Ça peut être des jeux de bagarre, de bataille avec des armes factices. Il y a également toute la littérature, la culture, puisque l'immense majorité des héros sont encore des garçons, des hommes qui s'adonnent à une violence légitime, parfois pour sauver le monde.
Et les garçons, voilà, les études montrent que les garçons s'identifient très rapidement à ces personnages-là, qu'ils développent une appétence pour cette violence, pour ces comportements. Et puis, on peut aussi parler, par exemple, de l'adolescence, qui là est un point de cristallisation donc, dans la construction de cette identité virile, où les garçons, pour montrer aux yeux de leur père qu'ils sont forts, vont par exemple utiliser tout un vocabulaire qui va rejeter les personnes dites faibles, efféminées, les filles aussi. Ils vont aussi se donner des coups pour montrer qu'ils résistent à la douleur. Et donc, il y a voilà, comme ça une véritable acculturation tout au long de leur vie et également qui se traduit par des prises de risques beaucoup plus importantes chez les garçons que chez les filles. Par exemple, dans les pays de l'OCDE, les garçons de moins de 14 ans ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Donc, c'est tout à fait considérable. Et dans un même temps, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a auprès de ces garçons une dévalorisation de tout ce qui est dit féminin. Je prends souvent cet exemple, on est en 2021 et on ne peut toujours pas, ou quasiment pas, mettre un t-shirt rose à un petit garçon. Alors ça paraît anecdotique, ce n'est qu'un t-shirt, mais donc la couleur n'y est pas pour rien. Et finalement, c'est représentatif des résistances qu'il y a autour de cette construction de la virilité et de l'intégration du fait que tout ce qui est dit féminin est méprisable. Et cela, in fine, conduit à créer des comportements sexistes et ne permet pas la dévalorisation de la virilité et du masculin. Donc, je crois qu'il est très important que l'on agisse, on parlait tout à l'heure d'éducation, sur nos schémas éducatifs, quelles valeurs on transmet aux garçons et quelles valeurs finalement on décrédibilise à leurs yeux. Et je pense qu'à ce titre, il faudrait une éducation davantage empathique, altruiste, qui pousse à respecter les règles, comme on le fait beaucoup plus avec les filles, finalement. Et ce qui est, je précise deux choses, ce qui est hyper intéressant dans votre livre, c'est que pour comptabiliser comme ça ce coût de la virilité, vous prenez le temps d'expliquer votre méthodologie, vous proposez les calculs, ce qui permet à chacun d'aller chercher sur le site du ministère de la Justice les chiffres et les données et de refaire les calculs. Et je pense que c'est extrêmement important dans les débats sur ces questions de féminisme en 2021. Et puis, autre point marquant de ce livre, c'est que quand je l'ai lu en tant que maman, je me suis dit, d'une fille et d'un garçon, je me suis dit, oh là là, j'ai forcément laissé passer plein de choses parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées de façon, voilà, depuis toujours dans nos cultures. Mais je ne me suis pas sentie culpabilisée par le livre, mais plutôt de se dire comment collectivement on peut penser ces choses-là et les travailler. Et alors j'ai dit deux choses. Un troisième point très rapidement. Et vous précisez aussi dans votre livre qu'il y a plus d'études qui vont venir en sciences humaines, qui vont venir essayer de comprendre pourquoi des femmes sont violentes, alors que les chiffres que vous mettez en avant dans votre livre sont d'une évidence et d'une clarté, enfin d'une limpidité absolue, et qu'il y a très peu d'études sur pourquoi ces violences masculines. Et vous invitez dans votre livre, d'ailleurs, à ce que le champ de la recherche soit financé, soit creusé pour qu'on puisse alimenter cette prise de conscience collective et voir comment on accompagne une nouvelle éducation pour les hommes. Et puis, alors peut-être rapidement, virilité toxique ou pas? Alors pour moi, la virilité, elle est forcément toxique. Et souvent, on me dit, oui, mais la virilité, c'est ce qui a permis nos civilisations d'arriver là où elles sont aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a aucun lien, par exemple, entre le travail de chercheurs, de bâtisseurs, voilà, je sais pas moi, de scientifiques et la virilité, justement, qui pousse à ces démonstrations de force, de domination et le fait de commettre des faits de délinquance, de criminalité, de violence. Voilà, je pense que là-dessus, il faut être très clair. D'ailleurs, quand les femmes ont accès à des postes à responsabilité, à des postes de chercheuses beaucoup plus importants, par exemple, de façon beaucoup plus importante dans les pays du Nord, on se rend compte que ce sont toujours les hommes qui commettent l'immense majorité des comportements asociaux. Donc, ce sont deux choses bien différentes. Merci pour cette précision. Chloé, Argentin, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, je voulais juste faire une petite citation de Romain Gary, en fait, qui est en préface de L'homme préhistorique est aussi une femme, qui est un super bouquin. Voilà. Où il dit, en 1975, quand même, donc en face de Jacques Chancel à Radioscopie, je ne critique pas les hommes, je critique 2000 ans de civilisation qui font peser sur l'homme une hypothèque de fausse virilité et de fanfaronnade de coq. Voilà. En fait, tout est dit déjà par Romain Gary en 1975, mais ça a dû être déjà dit bien avant, mais ça fait tellement plaisir de l'entendre par d'autres voix que voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table pour se poser la question, les hommes dans le féminisme en 2021, est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils sont féministes? Est-ce qu'ils sont des alliés? Quelle place peuvent-ils prendre? Qui veut commencer pour cette épineuse question? Et qui est mais en même temps récurrente. J'imagine que elle vous a été posée. Allez, je vais commencer avec Cilia. Je crois que j'ai pas mon... Oui, c'est bon. Oui, en fait, non, c'est bon. Ok. En fait, on nous pose tout le temps cette question quand on organise une manifestation, un événement, le Féministival, etc. Oui, mais est-ce que les hommes, ils peuvent venir? Oui, bon. Vous croyez pas qu'ils prennent déjà toute la place dans cette société, en fait? Sérieusement? La question, effectivement, elle se pose, mais nous, on croit, en fait... que c'est par l'auto-émancipation, que c'est aux femmes de se battre pour obtenir des droits, qu'il n'y a rien à demander aux hommes. Et qu'il y ait des hommes dans des associations féministes, pourquoi pas, mais en fait, pour apprendre à se taire, pour soutenir, assister et pas parler à la place d'eux, pas prendre la place, quoi. Et ça, c'est toujours un peu plus délicat. Et puis, moi, j'avoue que quand je milite, quand je suis dans la rue pour tracter ou quand je manifeste ou quand je promeus un événement que l'on organise, c'est pas du tout ma cible, en fait. Moi, j'aimerais qu'il y ait plein de jeunes femmes, jeunes ou minorités de genre qui nous rejoignent pour qu'on crée ensemble un mouvement fort, quoi. Donc, après, on a besoin, en fait, aussi, et je crois qu'on a aussi besoin de non-mixité, et je crois qu'on a besoin de ces moments pour pouvoir se soutenir, s'organiser dans la lutte. Donc, franchement, la question des hommes, elle est récurrente, et soit, mais je crois qu'elle n'est pas du tout centrale, quoi. Merci. Rose Dengue sur cette même question. Merci. Alors oui, c'est une question assez... c'est une question plus complexe que pas des hommes ou avec les hommes. Déjà, je voulais juste revenir sur une chose, sur cette question de la virilité, de la construction de la virilité, parce que je pense que peut-être qu'il faudrait qu'on prenne aussi l'habitude de se situer, de quelle société on parle. Parce que là, on parle quand même d'une société occidentale et des sociétés qui ont fortement été impactées par la binarité occidentale. Dans d'autres sociétés, telles que les sociétés des peuples autochtones d'Abya-Yala, qui est un des noms que les sociétés autochtones donnent en Amérique latine, il y a d'autres fonctionnements. Et même pour avoir travaillé sur ma thèse sur les fonctionnements de certains groupes socioculturels au Cameroun, les choses ne se posaient pas de la même manière, et notamment, par exemple, un truc qui étonne toujours tout le monde, c'est la violence des femmes, comment elles peuvent être violentes, et là, on reviendra à cette question de non-mixité. Moi, j'ai notamment vu des groupes de femmes qui sont réunis en non-mixité pour punir les hommes des sanctions, d'avoir essayé d'entraver leurs prérogatives. Et dans les hommes, il y avait l'élite masculine locale et les autorités coloniales. Donc, moi, à chaque fois qu'on parle de ces questions, je suis un peu gênée parce que je me dis depuis où on parle, de quoi on parle, en fait. Si c'est de l'Occident, c'est une chose. Dans les autres sociétés, je pense qu'il faut faire très attention de savoir comment ça fonctionne. Il y a des sociétés où ça fonctionne plus sur la question de la fluidité, de l'équilibre. Et donc, on ne va pas aller plaquer cette question-là pareil. Et pour ce qui est de l'Occident, ce dont j'ai parlé là, de la France particulièrement, pour les femmes, la plupart des femmes racisées, la question de et les hommes dans tout ça, c'est aussi la question du fait que beaucoup d'hommes racisés, notamment noirs et assimilés nord-africains, leurs corps sont des cibles de la police. Donc, en fait, je veux dire, c'est pas anodin que la lutte contre les violences policières soit menée par des femmes. Je pense à Ramata Dieng qui mène cette lutte depuis plus d'une décennie, Assa Traoré plus récemment. Enfin, donc, il y a quand même... en fait, nous, on n'a pas le luxe, je pense, on ne peut pas avoir le luxe de se dire juste les hommes, c'est pas
c'est pas notre problème parce qu'en fait, on a une histoire commune de domination sur nos corps, qui fait que le racisme, on le subit, on sait ce que ça fait, même si ça s'exprime de manière différente. Donc, les hommes font forcément souvent partie de nos luttes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intégrés dans toutes les réunions. Enfin, je veux dire, il y a aussi des réunions en non-mixité. Mais voilà, les hommes font aussi partie de nos luttes parce qu'on est dans une société raciste, et que dans une société raciste, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi aux États-Unis d'ailleurs. Enfin, Black Lives Matter, à l'origine, c'est 3 femmes noires. Donc voilà, donc c'est une question qui est complexe. En fait, selon le groupe social auquel on appartient, la question ne se pose pas exactement de la même manière et n'a pas les mêmes implications, ça ne comporte pas les mêmes enjeux en fait. Merci beaucoup vraiment pour cet éclairage, et aussi d'avoir rappelé que nous sommes toujours situés à partir du moment où nous prenons la parole, et c'est important de toujours faire l'effort de resituer notre propre parole pour pouvoir l'inscrire dans un dialogue. Céline Extinso. Oui, les hommes qui se disent féministes, généralement, s'occupent de déconstruire individuellement leurs privilèges. C'est bien. Mais une fois qu'ils ont déconstruit quelques-uns de leurs privilèges, ils viennent nous demander s'ils ont bien fait, si c'est bien. T'as vu, je mets du vernis, et il faut les féliciter, les remercier, et encore les féliciter. Et au final, on est épuisé et la société n'a pas avancé. Et il faut recommencer avec un autre qui va nous demander, t'as vu, j'ai mis du vernis. Et donc, c'est bien qu'ils le fassent individuellement, mais pour qu'on avance concrètement, on veut des actions collectives et structurelles. Jusque-là, je n'ai pas l'impression que les hommes aient beaucoup de projets sur ce plan-là. Donc, s'ils en ont un, peut-être qu'on peut collaborer avec eux. Sinon, eh ben, juste qu'ils nous laissent faire, qu'ils n'opposent pas de résistance. Et voilà. Merci Céline. En plus, ça fait parfaitement écho vos propos à un commentaire, une question posée par Mathieu Vallée sur Facebook. Le rôle des hommes est-il surtout de parler du privilège masculin? Donc, se déconstruire individuellement, mais bien souvent, ça s'arrête à ce point-là. Laura Slimani. Oui, c'est juste une petite contribution aussi à cette discussion. Alors moi, pour me situer, je parle aussi en tant que femme politique, et le milieu politique, comme tous les milieux de pouvoir, c'est des milieux qui sont particulièrement marqués par ces rapports de domination. Et moi, j'ai envie, effectivement, aussi en réaction à ce que vient de dire Céline Extinso, j'ai envie de dire effectivement, c'est bien que les hommes s'éduquent, comme ça, on n'a pas à le faire. Donc, voilà, déjà, ça, c'est un bon point. S'il y a des hommes qui nous regardent et qui se posent la question, parce que voilà, de savoir comment ils peuvent s'impliquer, parce qu'ils croient aussi dans cette question d'égalité, de féminisme. Et puis la deuxième chose, c'est, là, ça se rapproche un peu plus de la question, effectivement, politique et des rapports de pouvoir, c'est à la fois de laisser la place, effectivement, parce que moi, je dis toujours, en fait, à un moment donné, si on met en place la parité, il faut bien qu'il y ait plus de femmes, mais pour qu'il y ait plus de femmes, il faut qu'il y ait moins d'hommes. Donc, il faut qu'il y en ait qui laissent leur place et qui laissent leur privilège. Et ça veut aussi dire voilà, que quand il y a des élections, ça ne doit pas être forcément les femmes qui quittent leur poste parce qu'il faut faire du renouvellement, mais que ça peut aussi être les hommes. Ça ne doit pas être que les questions aussi de diversité ne doivent pas s'incarner que par les femmes, parce que c'est aussi comme ça qu'on mène les luttes de manière croisée. Donc, voilà. Et surtout qu'ils le fassent sans nous expliquer qu'ils nous font un cadeau en faisant ça. Et c'est là que c'est souvent le plus difficile, et c'est là que souvent le bas blesse. Donc, voilà, c'est faire de la place, laisser la place, mais sans estimer que c'est une action qui mérite d'être félicitée des milliers de fois. Voilà, mais ceux qui le font, effectivement, c'est bien, on l'a dit une fois, et maintenant, il faut le faire. Alice Coffin, là-dessus également, sur la place des hommes dans ces combats. C'est marrant parce que là, vous voyez, je crois qu'il est 19h35. Je crois qu'à 20h, il y a un événement qui doit surgir, que notre président doit nous parler. Je dis ça parce que toujours pour relier à l'image des hommes justement de la question du pouvoir. Si on veut la définition, effectivement, de dire dans un contexte, là, mettons qui est celui de la France et de qui occupe ce pouvoir, c'est assez simple. Il n'y a qu'à regarder les portraits
tous les présidents de la République qu'on a, ça va nous donner en miroir. En gros, ils sont à peu près inverses à ce qu'on est nous, là, ce soir, hein, c'est-à-dire hommes, blancs, valides, sensisme. Voilà, c'est vraiment, on a cette notion-là. Et encore une fois, alors eux, d'une part, ce qu'on leur demande, mais c'est que moi, ça me paraît inconcevable que ces gens-là osent encore se présenter pour 2022. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la réflexion de dire il y a uniquement nous, cette catégorie-là de personnes qui avons occupé ce poste-là, avec les succès qu'on sait, on voit les états de société, et voilà. Donc, bien sûr que là, on décide de se retirer. Mais pour ça, ça passe par ce qu'ils soient eux-mêmes représentés comme une catégorie. C'est-à-dire qu'on sorte de la définition qu'il y en a qui auraient le discours légitime de la neutralité et que tous les autres seraient les lesbiennes, les hommes noirs, le garçon arabe, pour reprendre un titre de Nassir Aghenif, les musulmanes, qui eux, ils sont très forts à catégoriser tout le monde, à les mettre en une de journaux, mais il n'y a jamais pourtant, il me semble une catégorie de personnes, tous ces gens dessinés par ces et dont je ne vais pas citer tous les qualificatifs, mais et qui me semble capital pour comprendre, parce que c'est cette catégorie-là qui nous permet de comprendre les mécanismes des sociétés dans lesquelles on vit, parce que ce n'est pas seulement eux qui sont en question, c'est ce qu'ils ont insufflé comme paradigme en fait sur la société, que ce soit les notions de compétences, de succès, enfin de plein de choses qui infusent, et c'est ça pour le souci de la virilité, c'est-à-dire c'est pas juste sur des personnes, même si c'est un combat aussi de personnes et de représentation, mais de mécanismes et de la façon dont ça a infusé, mais de tout, de l'art à l'économie, en passant, donc c'est pour ça que c'est compliqué à combattre, donc voilà. Et d'ailleurs, dans votre livre Le génie lesbien, une façon de combattre cette omniprésence, c'est de repeupler nos propres imaginaires en regardant, en lisant, en écoutant des artistes, des femmes, alors qu'elles soient artistes, journalistes, penseuses, en tout cas qui créent, parce qu'on peut aussi repeupler cet imaginaire et donc se créer d'autres référentiels. Lucille Pétavin, dans votre livre, vous dites, finalement, il y a une question que peut se poser chaque homme, c'est suis-je prêt à élever mon fils comme ma fille? Et c'est peut-être ça aussi, la place des hommes, c'est comment on change la façon individuellement et collectivement de les éduquer et pour redessiner. Oui. Alors, je voulais juste répondre pour revenir sur ce que disait donc Rose Ndang à propos de mon propos tout à l'heure. Je précise bien dans mon essai qu'il existe des masculinités tout autour du monde, voilà, qu'on connaît depuis notamment les travaux de Margaret Mead dans les années 30. En tout cas, la question des conséquences économiques et humaines de la virilité se pose de la même façon tout autour du monde, puisque la population carcérale féminine la plus élevée est celle de Hong Kong et qui n'est que de 20%. Voilà. Mais en tout cas, dans mon essai, je prends bien en compte les masculinités. Sur la question de l'éducation, je pense qu'il faut aussi que les hommes prennent conscience qu'ils sont victimes de la virilité. Hommes, femmes, nous sommes toutes et tous victimes de la virilité. Évidemment, les femmes, puisque nous subissons des violences systémiques. Je ne vais pas rappeler les chiffres, ce n'est pas la peine. Mais les hommes aussi en sont victimes. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, par des négligences concernant leur santé. Ils se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes. Voilà, quand on exprime peu ses sentiments. Il y a des études qui montrent également que plus les hommes sont attachés à une vision rigide de leur virilité, moins ils font appel à des soins de santé préventifs. Également, on l'a dit, ils se mettent beaucoup plus en danger que les femmes, et cela dans une même situation. Par exemple, les décès liés au cancer, donc liés à l'alcool, au tabac, concernent à 80% des hommes. Ils ont également 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, liés à une mort évitable, c'est-à-dire causée par un comportement à risque. On l'a dit aussi sur la route, voilà, à peu près, ils conduisent tout autant que les femmes conduisent tout autant qu'eux, et pourtant, ils représentent 75% des morts, 84% des auteurs d'accidents mortels de la route. Voilà, je pourrais continuer la liste encore très longtemps, mais je pense qu'il est important que les hommes comprennent que ces valeurs viriles sont extrêmement coercitives et nocives pour eux aussi,
Et vous parliez tout à l'heure des pères, mais il faut qu'ils pensent que s'ils éduquent leurs garçons de cette façon, ce sont tous ces risques qui sont encourus. Et voilà, je le disais tout à l'heure, ils commettent l'immense majorité des faits de délinquance, de criminalité, et tout ça aussi, ce sont des vies brisées pour les auteurs. Donc, on est d'accord que la virilité s'accompagne de tout un panel de privilèges iniques. Mais voilà, je pense qu'il est important de rappeler qu'on en est tous victimes, les hommes compris. Merci beaucoup, Lucile, pour cette approche qui amène une nouvelle pierre à l'édifice, je pense, des débats justement en 2021 et qui peuvent faire bouger les lignes, là aussi contribuer à tout cela. Je voudrais, il est 19h41, on s'est dit avant de commencer qu'on pouvait pousser jusqu'à 19h45, donc avant la conclusion de Laura Slimani et Chloé Argentin, j'aimerais qu'on fasse un tour de table très bref, peut-être en une phrase ou deux pour chacune d'entre vous. Être une ville féministe en 2021, pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qui se lance? Je commence avec vous, peut-être Lucile, parce que vous êtes juste là, et puis ensuite on enchaîne. Alors moi, je pense que c'est organiser des événements comme celui-ci, puisqu'on l'a vu, il y a un gros travail sur les mentalités à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance autour des mentalités. Et je pense qu'organiser des festivals comme celui-ci est absolument, des événements est absolument très, très important. Et justement, je voulais citer à ce propos un événement qui est dans la ville de Nantes, mais qui s'appelle le Printemps des Fameuses, et qui avait mis en place quelque chose d'assez ludique et pourtant de très parlant. Ils avaient réussi à impliquer donc les bars de la ville dans le festival féministe, qui proposait 25% de moins aux hommes. En fait, ce n'était pas 25% de moins sur le tarif des boissons, mais 25% de boissons en moins pour que les hommes réalisent que c'est donc d'avoir 25% de moins concernant la question de l'égalité salariale. Voilà, je trouvais ça assez ludique et en même temps, ça permet de sensibiliser un grand nombre de personnes. Donc, je pense que tous les événements qui sont organisés par les Île-de-France pour changer les mentalités sont très importants. Merci, et j'aime bien cet exemple qui est à la fois drôle et qui rappelle que dans tous ces combats, il y a de la joie. D'ailleurs, je n'ai vu que des sourires sur tous vos visages, mesdames, tout au long de nos échanges. Peut-être Céline Extenso, être une ville féministe en 2021. Oui, alors c'est parfait. Moi, j'allais dire exactement l'inverse de Lucile. En fait, c'est peut-être mon expérience du handicap qui parle plus que celui de femme, mais j'ai l'impression qu'elles se rejoignent quand même. Moi, j'allais dire que justement, on n'a pas envie de plus d'initiatives de sensibilisation et de changer le regard sur le handicap et sur le féminisme. J'ai envie de dire que tant que la ville ne sera pas accessible, on n'existera pas dans l'espace public et le regard ne changera pas. Donc, de la même façon que les femmes ne veulent pas une rose le 8 mars, mais politiser le débat, et ben, on veut des mesures concrètes avant tout. Enfin, j'en reviens toujours au combat structurel, parce que voilà, tant qu'on ne sera pas à l'école avec vos enfants, tant qu'on ne sera pas les professeurs de vos enfants, tant qu'on ne sera pas vos amis, vos collègues, vos amantes, et ben, le regard ne peut pas changer. Les préjugés, ils prennent leurs racines dans une réalité très concrète. Merci beaucoup, Céline Extenso. Je poursuis avec Rose Dengue. Très bien, du coup, je vais aller je vais poursuivre le propos de Céline parce que justement, j'étais aussi en train de réfléchir en même temps. Et c'est vraiment ça, je dirais, quelque chose que j'ai dit déjà au début quand j'ai parlé, c'est prendre conscience de la pluralité des manières d'habiter justement cette ville-là. Et là, ça rejoint justement ce que Céline dit, parce qu'en prenant conscience de cette pluralité, c'est de construire des politiques publiques à partir de ces pluralités-là. Et construire les politiques publiques à partir de ces pluralités, qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Ça veut dire soutenir les organisations qui se mobilisent en autonomie politique et avoir un véritable dialogue avec ces organisations-là. Donc, que ce soit des organisations justement comme celle de Céline sur la question féministe et du handicap, que ce soit des organisations antiracistes. Et donc,
de ne pas jeter les militants et les militantes de ces organisations en pâture comme des ennemis, mais plutôt les considérer comme des organes qui permettent de co-construire de véritables politiques publiques. Quand je vois le propos qu'Alice Coffin a tenu à la Mairie de Paris, quand je vois tout ce que ça lui a coûté, je me dis, est-ce que c'est possible d'avoir une ville féministe si même déjà des élus, pourtant, donc elle a un pied dedans quand même. Donc, ce n'est même pas une organisation politique antiraciste ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment penser à ça, c'est de penser à la question de la co-construction des politiques publiques à partir des organisations où il y a des concernés. Parce que c'est ces concernés-là qui peuvent vous faire part de leur expérience. Alors qu'il y a des expériences, on ne va pas les vivre. Enfin, bon, je ne saurais jamais ce que c'est que d'être un homme blanc. Bon, après, à la rigueur, je n'en ai pas très envie, mais je veux dire, il y a des expériences que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux connaître que parce que, par le biais, la médiation des personnes que je vais fréquenter et qui vont me faire part de ces expériences. Donc, si je suis en charge de quelque chose, c'est de ma responsabilité de transformer ces interactions en véritables actions politiques qui permettent de continuer à habiter de manière plurielle nos villes, mais dans le respect justement de cette pluralité-là et dans la mise à distance de la question de la hiérarchie, de la norme et du centre. Merci beaucoup, Rose Dengue. Cilia Sadi, là aussi, une ville féministe en 2021. Ouais, que dire après ces propos justes et clairs. Je pense que vous avez toutes les pistes à la ville de Rouen pour repenser et organiser une ville vraiment féministe. Alors, moi, j'ai réfléchi, je me suis posé plein de questions et tout. Et effectivement, il y a la question de la représentation, en fait, des femmes, des minorités dans l'espace public. Donc, les noms de rues, les statues, les noms des bibliothèques, le nom des écoles, tout ça, ça a du sens, c'est symbolique et c'est fort. Et il me semble que prendre possession de la ville, c'est notre objectif, mais c'est représenter en fait les femmes dans la ville, quoi. Si je pouvais ajouter une petite pierre, je dirais ça. Merci beaucoup, Cilia. Alice Coffin, là aussi, alors Rose l'a précisé, vous êtes aussi une élue à la ville de Paris désormais, donc une ville féministe pour vous. Ouais, je suis élue de Paris, puis je m'occupe justement de la question de l'égalité femmes-hommes dans le 12e. J'avais suggéré même qu'on appelle lutte contre le patriarcat. Je pense qu'au prochain mandat, on sera complètement implanté. Mais il y a des trucs très bien qui se mènent, heureusement, justement dans le 12e, qui est une mairie écolo, justement sur ce trait. On essaye là-dessus. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, d'abord, je pense que ça veut dire venez. Là, je lance un appel, mais il faut venir faut venir sur les listes, il faut venir en politique, il faut venir investir les conseils municipaux, parce que, je le dis en tant qu'expérience d'activiste militante, souvent, moi, j'avais des retours qui pouvaient même avoir limite convaincu de dire non, mais la politique, ça dévoie, non, mais tu dois faire trop de concessions, non, mais on est plus efficace en tant qu'activiste. Franchement, c'est pas vrai. Je veux dire, le levier, je comprends que la chasse soit bien gardée, parce qu'en fait, une fois qu'on y est, le levier qu'on a, juste avec un regard, justement, féministe, d'immédiatement pouvoir pointer certaines choses, et il est majeur, donc vraiment, et en revanche, on a besoin d'être, parce que c'est dur, donc on a besoin d'être vraiment... Mais je ne sous-estime pas par ailleurs les verrouillages qui sont mis en place sur cet accès-là aux positions d'élus. Je dirais aussi que c'est vraiment que ça soit investi sur tous les secteurs de la ville. C'est-à-dire, par exemple, dans le 12e à Paris, ce n'est pas moi qui vais m'occuper, parce que je suis à la lutte contre la discrimination, de l'ensemble des problématiques féministes et antiracistes. Non, c'est aussi les personnes qui sont adjointes au sport, à la culture, à l'urbanisme. Ça a tout à voir avec ça, et que ça doit être implanté à chaque fois. Et je finis par ce qui a déjà été dit et ce qui est très bien montré, je pense, par la façon dont a été pensée la soirée de ce soir, c'est aussi ne pas se contenter en tant que représentation institutionnelle, une ville, de n'inviter que les structures déjà légitimes, les associations déjà organisées. C'est aller chercher aussi, justement, pour amener à chaque réunion ou discussion, je sais pas, dans le 12e, pour à chaque fois être concrète, on va aller demander à des collectifs, par exemple les Lesbiennes Queer, qui est un collectif de lesbiennes issues de l'immigration, de venir, même si elles ne sont pas déjà estampillées, gros assaut importante, parce que c'est là que c'est, si on veut trouver les collectifs et tout qui se battent, souvent n'ont pas spécifiquement les moyens, donc c'est vraiment de choisir ces interlocuteurs
interlocutrices, ses interlocuteurs, et de les amener dans cette politique-là par une démarche extrêmement volontariste, pour conclure. Merci beaucoup, Alice Coffin. Laura Slimani, voilà de quoi encore continuer à alimenter. C'est ce qui se passe à la fin de chacune des conférences depuis le début du mois. De quoi alimenter vos réflexions au sein du conseil municipal. Oui, alors je laisserai vraiment Chloé Argentin conclure sur le plan politique parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses et puis voilà, le temps nous est compté. Mais d'abord, je voulais commencer par vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire en introduction, mais qui est important et qui fait écho à ce que vient de dire Sylvia Sadi sur le symbolique. Et moi, je suis très heureuse de vous annoncer, c'est une décision qui date d'hier, donc je vous la donne en exclusivité, le fait que nous allons renommer une école de Rouen, l'école Cavelier de la Salle, qui est située donc sur la rive gauche de Rouen, quartier Orléans. On va la renommer Anne Sylvestre, puisqu'on avait lancé un appel à candidature auprès des écoles de la ville de Rouen pour savoir si elles étaient intéressées pour voir leur école renommée. Et puis voilà, qu'est-ce que ça signifiait aussi pour elle, Anne Sylvestre, avec tous les combats qu'elle a pu mener aussi au-delà de ses chansons, poèmes et écrits sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et la question du féminisme. Et donc voilà, on va renommer donc cette école Anne Sylvestre pour l'école élémentaire et puis les Fabulettes pour l'école maternelle. Donc c'est un super symbole. J'en suis très heureuse. Je suis très heureuse aussi. Voilà, c'est une équipe aussi qui est très mobilisée sur ces questions. Et voilà, c'est aussi par ces petits pas que je pense on peut aussi avancer concrètement. Et puis c'est voilà, Cavelier de la Salle, il a déjà un quai à Rouen. Je pense que c'est suffisant. C'est aussi, tout ça s'inscrit aussi dans la déconstruction de la survalorisation d'un certain nombre de figures, notamment exploratrices, mais qui ont aussi été des figures colonisatrices, et il ne faut pas l'oublier, dont il faisait partie. Et il y a beaucoup d'explorateurs à Rouen qui ont été engagés dans cette entreprise. Et c'est important aussi d'y réfléchir aujourd'hui avec les connaissances que nous avons aujourd'hui sur les conséquences aussi de ce que ça a pu, que ça a pu avoir. Donc voilà pour simplement cette bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et puis simplement juste remercier vraiment infiniment toutes les intervenantes de ce soir. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je suis certaine que je ne suis pas la seule et je pense que voilà, on a toutes et tous beaucoup appris ce soir, donc vraiment merci pour à la fois la richesse et la densité de vos propos, mais aussi leur pédagogie. Je pense que ça contribue effectivement à faire avancer les choses. Et puis je voulais aussi évidemment remercier très rapidement, mais quand même c'est important, les services de la ville de Rouen qui ont travaillé sur ces conférences. Je pense notamment à Nicolas Tallet en particulier, qui les a toutes organisées brillamment, et puis à Florence Sacchettini, qui est en charge de la direction des transitions, qui pilote ces politiques à la ville de Rouen, et puis évidemment à Frédéric Bisson qui nous accompagne aussi sur la technique parce que c'est extrêmement important. Donc voilà, merci à vous, et puis je laisse la parole à Chloé pour conclure. Merci. Merci à Rebecca Armstrong qui a brillamment animé toutes ces conférences. Voilà, c'était vraiment un plaisir d'organiser tout ça avec vous, et puis j'espère qu'on le refera bien sûr prochainement. Merci Laura Slimani. Évidemment, on s'associe aux remerciements pour toutes les intervenantes. Chloé Argentin, vous avez l'honneur du mot de la fin. C'est très très compliqué parce qu'il y a eu tellement d'intelligence durant ces 4 soirées, mais avec une apothéose ce soir, bien évidemment. Peut-être que je voulais juste dire qu'on aurait peut-être dû écrire « être féministe » avec un S, parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant. Et puis, je suis vraiment très fière d'être l'une d'entre elles, voilà, avec vous toutes. Et puis, dire aussi qu'aujourd'hui, c'est la journée de la visibilité trans. Donc, je voulais aussi dire un mot sur nos sœurs trans, parce qu'on n'a absolument pas parlé, c'est vrai, ce soir, mais on pense à elles aussi, parce qu'elles ont aussi un combat à mener qui est encore différent, qui ramène de la pluralité encore avec toutes les diversités qu'on a pu entendre ce soir. Et puis, j'aimerais aussi avoir une pensée pour le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui sont quand même en grève depuis le 17 juillet 2019.
pour justement faire reconnaître leurs droits. Et ça, c'est un bel exemple, je pense, de lutte féministe, hein, parce que c'en est une, et puis de lutte sociale, bien sûr, qu'il faut vraiment, vraiment reconnaître à sa juste valeur qui est énorme. Je pense aussi qu'il faut éduquer nos mères, mais avec un A, M-A-I-R-E, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les villes. Hein. 20% des maires sont des femmes, hein, donc il y a une place à prendre en politique et on invite toutes nos sœurs, on va dire, à venir nous aider dans ce combat-là avec Laura. Pourquoi faire? Pour déconstruire l'histoire aussi, hein, l'histoire de la ville, et puis pour écrire une histoire post-universelle. Je pense que ce terme est vraiment très intéressant à réfléchir, et puis écrire aussi une ville dans une perspective pluriverselle. Alors ça, j'ai vraiment bien aimé ce terme de Rose Dengue. Vraiment, c'est extrêmement important de voir l'univers divers. Et ça c'est peut-être notre force à nous en tant que femmes et en tant que féministes de voir ça. Ce que peut-être d'autres personnes ne voient pas avec leurs certaines œillères. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier, ça a été extrêmement intéressant et j'espère qu'on va continuer à faire ces rencontres de plus en plus souvent et on ne va pas quitter ce mode d'interaction-là puisqu'on a la chance de rencontrer du coup des personnes qui sont loin ou près mais pas obligatoirement facilement accessibles des fois. C'est les personnes, je parle, hein. Alors évidemment la ville de Rouen est très accessible, n'est-ce pas Céline? Je vous invite à venir la tester, mais alors à mon avis on va avoir un retour un petit peu salé, mais je vous invite à venir le faire quand même dès qu'on pourra. Et puis voilà, donc je voulais vraiment vous remercier, c'était vraiment extraordinaire, vraiment une masse d'intelligence qui fait plaisir pour le futur, et puis voilà, c'est tout. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier, c'était assez extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous, Chloé Argentin. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous. Le replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la ville de Rouen, ainsi que celui des 3 autres conférences avec des ressources qui vous sont proposées pour aller plus loin et fouiller un peu plus ces sujets. Très belle soirée. Au revoir.